le code du travail au journal télévisé? 1,4 kg. C'est vachement puissant, en fait. Hein, parce qu'on vous explique que c'est un code qui est censé vous défendre. Bon, enfin, il fait 1,4 kg quand même. Il est lourd. Vous ne le lirez jamais. Oui, 1,4 kg. On présente rarement quelque chose comme ça, un livre, un journal télévisé, sinon pour dégoûter les gens. Il est prétendument pour vous, mais en fait, il n'est pas pour vous. Il fait 1,4 kg d'abord. Il est trop gros, c'est normal qu'on le réduise. Et puis c'est normal qu'il est compliqué, puisque vous ne l'avez pas lu. Et donc, il n'est pas vraiment fait pour vous. Donc, c'est normal qu'il y ait une loi qui réduise les 1,4 kg. Bayrou, il avait fait un peu de pire. Enfin, si vous vous souvenez de lui, c'était à des paroles et des actes. Il avait jeté le livre sur la table. Il y a eu 3990 pages, c'est ce qui empêche de travailler en France. Puis après, il a montré un petit opuscule, il avait dit regardez, c'est le code du travail suisse, il est tout petit, c'est pour ça qu'il y a 5% de chômeurs en Suisse. La façon d'injurier les gens intellectuellement est terrible. En 2 phrases, il fait 3 mensonges ou 4, je ne sais pas dire. Parce que 3990 pages, d'abord, en France, il y a 27 codes. Ils sont tous aussi gros. Ils auraient pu toucher au code des impôts, par hasard. Ils auraient rajouté même un chapitre sur Panama, que ça n'aurait pas fait mal. Mais non, c'est le code du travail. Alors, le code du travail, il fait bien 3990 pages dans les éditions d'Alloz. Mais dedans, il y a 675 pages de loi seulement. 250 grammes. Et il y a 3300 pages de commentaires, parce qu'il y a les arrêtés, les décrets, la jurisprudence, le commentaire de la jurisprudence, les glossaires, les sommaires. Alors évidemment, ces 3300 pages font un gros livre. Mais c'est comme si vous éditiez François Sagan, amendé par Marcel Proust. C'est un peu trompeur. En vérité, l'utilité même du texte, ben c'est ça, à peu près. Et la deuxième chose, quand il évoque le code du travail suisse, Bayrou, il dit, il ment. Parce qu'il n'y a pas de code du travail en Suisse. Ce qu'il est en train de monter, c'est un traité pour la paix au travail signé entre les cantons après-guerre. Et ensuite, dans chaque canton suisse, comme il n'y a pas de code du travail, c'est du droit civil. Qui lui-même, d'ailleurs, est beaucoup plus gros que le code du travail que nous avons. Et après, il dit il y a que 5% de chômeurs, ce qui est quand même assez gonflé. Parce qu'en Suisse, quand il y a du chômage, la plupart sont des frontaliers et retournent s'inscrire dans leur pays d'origine. Ce qui veut que ça explique qu'il y a très peu de chômeurs officiels déclarés, et ça n'a rien à voir avec la grosseur du code, et ça fait rien. Poujadas dit ça fait 1,4 kg, l'autre dit ça fait 3900 pages, et on s'adresse à des millions de gens en disant c'est pas votre affaire, laissez-nous, on va le réduire, on va le réduire. C'est la première des grossièretés. Robert Badinter, il a dit en plus, il était obèse, le code. Qu'est-ce que c'est que d'attaquer la grosseur du code? Si Bayrou avait une fois travaillé, il avait passé une serpillière dans une cantine de sa circonscription, il serait allé voir dans le code du travail où est-ce qu'on trouvait des chaussures pour ne pas glisser, où est-ce qu'on trouvait un manche à balai pour ne pas avoir mal au dos. Mais comme ils n'ont jamais bossé de cette façon-là, vous savez, sur 577 députés, je ne fais pas la démagogie, il y en a 10 qui ont travaillé dans le privé. Alors pour eux, le code du travail, c'est une grande abstraction. Ce n'est pas quelque chose qui est concret, qui est en rapport avec leur vie, dont ils ont besoin. Et pourtant, le code, c'est un droit intime. Pour des 18 millions de gens. Il pèse dans la vie de chacun, même de ceux qui ne le connaissent pas au début. À un moment donné, on en a besoin. Et il y a un chapitre qui vous concerne. Et on est bien content de le trouver. Et même, je vais vous faire une confidence, il n'y en a pas assez. Il est trop petit, le code. Comprenez? Parce qu'il y a un gars, là, 19 ans, hier, il y a un mois, il était sur un échafaudage au 4e étage. L'échafaudage était mal fixé, la faute de l'employeur. Il avait un baudrier, il n'y avait pas de point d'attache pour le baudrier, il n'était pas assuré, et il est tombé, il s'est tué, 19 ans. Quand je vois ça, je me dis une chose, je ne suis pas pour moins de code du travail, je suis pour plus de code du travail. Je ne suis pas pour moins de contrôle sur les entreprises, je suis pour plus de contrôle sur les entreprises. Je ne suis pas pour moins de sanctions par rapport aux employeurs, je suis pour plus de sanctions contre les employeurs. Parce qu'en France, il y a 500 accidents mortels du travail chaque année. Vous avez 4500 handicapés du travail chaque année. Vous avez 100 000 morts par l'amiante. Vous avez des dizaines de milliers de maladies professionnelles mal recensées. Parce qu'on est un pays qui les recense mal et qui met beaucoup d'obstacles pour qu'elles soient reconnues. Les TMS, les troubles musculaires, squelettiques ou bien la surdité, par exemple. Et vous avez 650 000 arrêts du travail avec un accident même bénin, mais qui aurait pu être plus grave, bien sûr. Et donc, en vérité, il n'y a pas trop de code pour qu'il y ait tout ça. Il faudrait, au contraire, renforcer toute une série des aspects
Ne vous laissez pas intoxiquer quand vous dites que le code est trop gros, dites non. Il est compliqué, dites non. J'ai besoin de ce code, c'est mon code quand je travaille. Pourquoi? Parce qu'il protège les droits des humains au travail. Et je vais aller, non pas à l'article 2, je vais les faire pas tous, mais je vais faire l'article 1. En fait, le code, il est né quand? Il est né après la catastrophe de Courrières de 1906, dans le Pas-de-Calais. À Courrières, il y a un coup de grisou, et il y a 1099 morts. Et le patron se comporte comme un salopard. Il exige que le travail soit repris immédiatement, sans délai et sans rechercher des surnombre. Et il y a des arguments très classiques, on pourrait entendre Gattaz un siècle plus tôt. Il dit sinon, le charbon polonais va arriver. Et puis il dit sinon, je mets la clé sous la porte et je vous vire tous. Et donc les gens sont obligés de reprendre le travail. Et il va y avoir quand même 13 plus 1 survivants qui, par leurs propres moyens, vont ressortir des galeries. Évidemment, ça fait un choc. Ils sortent 13 jours plus tard. Il n'y a pas BFM TV, mais toute la France en parle. C'est un très très grand événement. Et alors, il va y avoir une décision historique qui va être prise. Elle est prise par Clémenceau. Valls aurait dû faire attention. Et la décision historique, c'est de créer le ministère du Travail. Et le ministère du Travail, écoutez-moi bien, il est créé contre le ministère de l'Économie. Pour que le droit du travail échappe aux exigences de l'économie. Pour qu'il échappe aux exigences de rentabilité, de productivité, de compétitivité, de flexibilité. Pour que le droit des humains au travail, pour que leur protection, leur santé, leur hygiène, leur sécurité, leurs droits, leur salaire soient protégés des exigences de l'économie. C'est ça le code du travail. Il ne s'appelle pas code des entreprises, il s'appelle code du travail. Il ne s'appelle pas code des patrons, il s'appelle code du travail. Et pour protéger les travailleurs et les travailleuses. Et l'histoire du code, en France, en plus, parce qu'il a été créé en 1910 pour la première fois, et c'est en décembre 1910, il y a 3 lois fondamentales sur la durée du travail, il y a 80 décrets, et à l'époque, il n'y a que 3 millions de salariés en France. Et on va arriver tout le siècle, il va se développer le code. Parce qu'il va y avoir les grèves de 1920, il va y avoir les grèves de 1936, on est à 80 ans après le Front populaire, il va y avoir les grèves de 45, 46, il va y avoir celles de 53, celles de 68, puis les lois Auroux, puis les lois Aubry. Pendant tout un siècle, ce code se développe en même temps que le salarial. Parce qu'en 2002, quand les 35 heures sont mises en place, on est à 18 millions de salariés les privés. Passer de 3 millions à 18 millions, et évidemment, le code, il n'y a plus 3 lois, il y a 1 millier de lois. Et il n'y en a pas de trop, parce que vous savez, dans un hôpital, il y a 271 métiers. Il faut bien répondre aux besoins, il faut bien faire attention à chaque catégorie, et il faut bien qu'il y ait des droits qui soient précis. C'est pour ça qu'il a augmenté en volume, et en profondeur, et en qualité, et en précision, bien sûr. Et donc, l'histoire du code, en plus, c'est une histoire, c'est un texte vivant, plus vivant que les autres codes. Il est fait, j'ai l'habitude de dire, de sueur et de sang, de lutte et de larmes. Il a fallu des grèves, il a fallu des occupations, il a fallu des manifestations, il en a fallu des négociations, il en a fallu des nuits parlementaires pour l'amender, le réécrire. Depuis un siècle, c'est une construction sociale. Il exprime les rapports de force sociaux. Ce n'est pas un texte qu'on peut réécrire comme les autres. Vous ne pouvez pas vous mettre à deux, comme vous faites les Badinter et puis Longcamp, à deux un soir, ils se sont frappés le front. Ils ont dit demain, on réécrit le code dans 50 articles. Ils ont écrit 50 articles. Les gens qui ont un peu d'expertise se sont penchés dessus. Ils ont oublié un truc essentiel, dites donc, la durée du travail. Dans les 50 articles, il n'y en avait pas un sur la durée du travail. Ils ont frappé le front et on leur a dit retravailler. Ils ont fait 61 articles. Pourquoi ils sont passés de 50 à 61? J'en sais rien. Mais, parce qu'aucun cerveau, aucun groupe de personnes ne peut remplacer l'œuvre du temps. Et le travail des décennies et des luttes sociales. Et en plus, le code, il faut lui attribuer beaucoup d'importance. C'est le degré qui permet de mesurer l'indice du développement d'une civilisation. Comment vous respectez les gens qui produisent les richesses? C'est en ça qu'il est le plus précieux de tous les autres. Et c'est ça qui garantit votre dignité, votre hygiène, votre santé, votre sécurité. Vous remarquerez que j'ai commencé par ça. Et dans ce débat-là, sur la loi El Khomri depuis, disons, janvier, jamais ils ont abordé les questions de santé au travail, de sécurité au travail, d'hygiène, de protection des gens contre les accidents. Ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est la durée du travail et le salaire, c'est le pognon. C'est le pognon qui va nous prendre. Parce que toute l'opération, elle est là. Et alors, je vais dire 2 ou 3 trucs avant d'aborder la loi El Khomri.
D'abord, le Code du travail, c'est aussi l'histoire de la réduction du temps de travail. Ça commence avec je cite toujours le même, mais il doit être respecté, c'est le docteur Guillermet. On est en 1840. Le docteur Guillermet, c'est le premier qui fait une enquête dans les fabriques, comme on disait à l'époque. Et il étudie la situation des femmes et des enfants qui travaillent jusqu'à 17 heures par jour et qui meurent au travail. Et ça va donner lieu, parce qu'à la fin de son étude, le docteur Guillermet, le bon docteur Guillermet, il dit il faut travailler moins. Et l'histoire, en 170 ans, c'est la réduction du temps de travail. Alors, il va falloir 80 ans pour aller de la journée de 17 heures à la journée de 10 heures. La journée de 10 heures s'inscrit dans les textes en 1919 seulement. 1840-1919. Et elle n'est même pas encore respectée. Hein. Et c'est le moment où nos aînés, nos grands-parents, se battent pour les 3 8. Moi, j'adore ce mot d'ordre. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Il est décisif parce que le corps humain, il n'est pas sommélisable. Le corps humain, il n'est pas annualisable. Vous vivez, et forcément, biologiquement, à la journée. Et si vous voulez vivre de façon décente avec vos enfants, avec du temps, du loisir, c'est à la journée que ça s'organise. Et c'est pour ça que les 3-8 étaient un très très beau slogan. Et évidemment, ça organise la société. Il y a des gens qui disent non, moi je travaillais 15 heures. Non. On te protège même contre toi-même. On te protège ta santé et on protège l'emploi. Et on protège une certaine forme de civilisation. On protège une certaine forme de partage du travail. On protège une certaine forme de vie. Et c'est à ça que sert le code. Parce que si vous n'avez pas de code, le partage du temps de travail va se faire de façon violente, au couteau. Il vaut mieux que ça se fasse avec des lois qui organisent la société. Alors, on est passé ça vous connaissez tous cette histoire, mais quand même, quoi. Des 40 heures en 1936 et 80 ans, aux 35 heures en 2002, 70 ans. On a fait 4 choses pendant les 70 ans. On a produit plus. Je parle de notre pays, évidemment, on a produit plus. Parce qu'on ne sait même pas calculer. 5, 6, 7 fois plus. Entre 36 et 2002, c'est sûr. On a gagné plus, évidemment aussi. On ne sait même pas calculer. Et on a doublé le nombre d'emplois. Parce qu'en 1936, il y avait 9,5 millions de salariés du privé. En 2002, il y en avait 18 millions. Et on a fait ça, tenez-vous bien, vous êtes tous assis, en diminuant la durée du travail. On est passé de 40 heures à 39 heures et à 35 heures. Il a fallu 70 ans, mais on l'a fait. Donc pendant 70 ans, on a prouvé qu'on pouvait produire plus, gagner plus, doubler le nombre d'emplois et travailler moins. Pourquoi on arrêterait? Pourquoi on ne continue pas? Pourquoi il y en a qui veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers et nous faire travailler 12 heures par jour, 60 heures par semaine? Pourquoi, comme la loi El Khomri, on va compter les heures supplémentaires sur 3 ans? À quoi ça rime? S'il y a du boulot pour 12 heures et s'il y a du boulot pour 60 heures, pourquoi il y a des chômeurs? Il n'y a qu'à leur donner le boulot. Pourquoi allongerait-on le boulot de ceux qui en ont déjà un au détriment de ceux qui n'en ont pas? Et donc, il y a quelque chose d'absurde à voir s'arrêter la réduction du temps de travail. Mais c'est devenu des gros mots maintenant. Il y a des gens qui vous disent les 32 heures, ils ricanent, c'est pas possible, etc. Et c'est pas possible, c'est urgent. On a 6 125 000 chômeurs, toutes catégories confondues, outre-mer incluses, les vrais chiffres. Et encore, il y en a qui échappent parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis de toutes ces statistiques. Donc 6 millions de chômeurs, c'est un partage du travail. Et donc on ne peut pas partager. Toute société partage le travail. Toute société partage le travail à tous les moments. Alors il y a des partages sauvages. Nous sommes en train de vivre un partage sauvage. 6 millions de chômeurs et 6 millions de personnes qui vont travailler 50 heures. Ça, c'est un partage sauvage. Ou vous avez un partage civilisé. Vous dites c'est 32 heures, la durée maximale du travail est 40 heures, et vous organisez la société pour qu'elle fonctionne de cette façon-là, en partageant le travail et les richesses qui sont produites avec. Ah ouais, il y a des gens qui disent mais non, on ne peut pas, c'est une éducation de l'esprit, moi je suis pas dans telle entreprise, je ne suis pas remplaçable, mon boulot n'est pas partageable. Ah bon, les cimetières sont pleins de cadres remplaçables qui ont été remplacés. Et forcément, leur travail a été partagé. Le reste, c'est du pipeau, on peut et on doit partager. Non seulement on doit, mais je vais ajouter un argument. C'est qu'en France, si jamais évoqué, on est en plein boom démographique depuis bientôt 15 ans. Ceux qui nous disaient en 1997-98, il n'y aura plus de gens pour payer vos retraites. Ils disaient on aura 250 000, 300 000 naissances à partir de l'an 2000. Ils se sont plantés le doigt jusqu'au coude, hein, dans l'omoplate. Il y a 850 000 naissances depuis l'an 2000.
850 000. 3 fois plus que ce qu'ils avaient prévu. Mais les bébés de l'an 2000, ils ont déjà 16. Dans 2 ans, ils ont 18. Ils arrivent sur le marché du travail, comme on dit. Et chaque année, à partir de 2018 jusqu'en 2030, on ne sait pas, hein, vous avez 400 000 demandeurs d'emploi de plus. Sans rien faire. C'est automatique. Et si vous ne partagez pas le travail, vous aurez 10 millions de chômeurs. C'est 4 millions en 10 ans. Ce n'est pas difficile à... Et donc, il y a une urgence à réduire la durée du travail. Donc, à continuer ce que le Code du travail a fait depuis le docteur Villernet jusqu'en 1906, 1910, et depuis 170 ans. La réduction du temps de travail, c'est une question de loi. Parce qu'essayer de réduire la durée du travail par contrat, entreprise par entreprise, vous allez voir comment ça va pas marcher. Et évidemment, ce n'est pas possible. C'est pourtant ce que nous propose la loi El Khomri. Vous êtes tous ce que veut dire sur le Code du travail. C'est le droit du travail. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les conneries de Pujadas. Qu'est-ce qui caractérise un contrat de travail? C'est un lien de subordination juridique permanent. Quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes subordonné. C'est l'employeur qui décide la licence du contrat, la gestion du contrat, la rupture du contrat. Dans l'entreprise, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de liberté. Vous êtes subordonné. C'est votre statut juridique. Et c'est parce que vous êtes subordonné qu'en échange, il y a un code du travail. C'est la contrepartie à votre subordination. Alors, je sais qu'on sait tout ça, mais on a besoin de l'expliquer. Parce que ce n'est pas les télés qui vont vous l'expliquer. Il faut des réunions comme ça pour gagner contre TF1. Et voilà. Vous avez des gens qui disent à la télé, le patron vous donne du travail. Ben, le patron n'a jamais rien donné. Aucun patron n'a jamais rien donné à son salarié. Jamais. Il achète votre force de travail, vous lui vendez votre force de travail, vous cherchez à lui vendre le plus cher possible, il cherche à vous l'acheter le moins cher possible, et c'est normal que ça se passe comme ça, parce que sinon, il n'y a aucune activité productrice, il ne dégage pas de marge, il ne peut pas réinvestir. Je sais, parce que souvent, je me tartine à les deux Carlos qui sont dans mes préférés, Carlos Ghosn et Carlos Tavares, qui gagnent 5 millions d'euros et 7 millions 4, je crois. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais quand même, ils font vivre 50 000 personnes. Mais non, c'est 50 000 personnes qui les font vivre. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Bon. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais pas tout à fait, parce que l'autre jour, j'ai eu un débat avec mon ami Stéphane Le Foll, vous savez, héros la gauche. Ils m'ont dit, il me dit à la télé, il dit, mais pour Philoche, les patrons ne sont pas des humains. Bien sûr que si, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? C'est même pour ça qu'on parle de l'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que c'est des humains. Alors, après, vous avez... c'était Bernard Cazeneuve qui me dit, oui, mais Philoche, il est en retard. L'entreprise n'est plus un lieu d'exploitation. C'est quoi? C'est un dancing. On y va pour faire l'assassin. Évidemment que l'entreprise est un lieu d'exploitation. Parce que si ce n'était pas un lieu d'exploitation, elle mourrait. Moi, j'ai vu des petits patrons qui me disaient, tu me traites d'exploiteur. Je dis, je ne te traite pas, tu es exploiteur. Mais ce n'est pas méchant. Si tu n'exploites pas, ta boîte, elle meurt. La question pour exploiter, c'est que ça se fasse dans des conditions qui soient civilisées. Et le partage des fruits de l'exploitation, c'est-à-dire des fruits du travail, il a besoin d'être codifié. Et c'est ça l'enjeu du code. C'est pas, on décrit théoriquement la place du code. Et alors, ils essaient de nous noyer le poisson, parce que moi, je raconte toujours la même histoire, je sais, mais quand j'étais inspecteur du travail, je vais dire un mot sur moi, si vous me permettez. Moi, je suis un fils ouvrier. Mon père était menuisier chaudronnier à la SNCF, ma mère était aide-soignante, et puis j'ai travaillé 12 ans, 14 ans, je ne sais plus, une quinzaine d'années, peut-être 16 ans, et j'ai été ouvrier, j'ai été employé, enfin, j'ai été facteur, conducteur de train, ouvrier de livre, manutentionnaire, j'ai travaillé dans les docks au Armand, c'était Armand, enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour vivre, quoi, comme tous les beaux, mais ça, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et après, j'ai passé un concours pour être inspecteur du travail, et j'ai été 30 ans inspecteur du travail. Et j'ai visité, j'ai fait le calcul un jour, entre 9 et 10 000 entreprises. Le code du travail à la main. Ça m'a beaucoup touché de faire ça. C'est parce que tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation. Et donc, j'ai beaucoup senti ces choses-là. J'ai eu enquêté sur 14 accidents mortels dans mon activité, dans ma carrière professionnelle. C'est des choses très importantes qu'on n'oublie jamais. Et donc, le code, là, c'est quelque chose de vivant, pour moi en tout cas.
Et j'ai vu la souffrance. Je l'ai subie et je l'ai vue comme tout le monde. Et donc, c'est de ça il faut parler quand on parle de la loi, de l'état de droit dans l'entreprise, de l'ordre public social. Vous avez devant vous un homme d'ordre public social. Je suis pour que la loi s'impose partout dans le pays en matière de travail et qu'il n'y ait pas d'exception dans l'entreprise. Quand il y a quelqu'un qui me dit « Ah oui, mais c'est un peu lourd la loi », bah tiens donc. « Ah oui, mais la loi, c'est un peu un carcan », bah tiens donc. La loi protège et le contrat contraint. Et je suis pour que la loi s'applique et qu'elle soit contrôlée parce que sinon elle ne s'applique pas. Et ça a été tout mon métier d'inspecteur du travail que d'être amené à cela. Alors, vous savez, il m'arrivait, j'étais rentré dans une boîte et puis il y avait des DRH qui me disaient « Bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs ». Je vous ai là, à chaque fois, je dis pourquoi, ils ne sont pas déclarés, vous n'avez pas mis sur le registre du personnel, ils sont clandestins, pourquoi vous me dites ça Alors à chaque fois, la DRH me disait, mais monsieur l'inspecteur, vous savez, on les appelle comme ça, c'est pour les valoriser. Et moi, à chaque fois, je disais, vous êtes sûr, parce que si on a mis le code du travail, mon collaborateur dans le code du travail en 1945, 46, je ne suis pas sûr que ça aurait été valorisant. Mais derrière, bien entendu, il y a autre chose, parce que c'est ce qu'on vous développe dans toutes les télés, aussi sur l'entreprise. C'est de faire croire que dans l'entreprise, vous êtes tous avec le même challenge, le même défi, vous êtes tous sur le même plan, et c'est dans le même bateau. Enfin, jusqu'à ce que le patron il parte avec le bateau, vous restez amarré sur le quai au Pôle emploi, et c'est là que vous découvrirez que vous n'êtes pas collaborateur, mais bel et bien subordonné. Et que le statut de salarié est bien un statut spécifique qui lui-même génère et impose moins de droits en retour. Alors, c'est pour ça que je dis bien la subordination. Le MEDEF a essayé de faire, il y a 4 ans, un colloque à Paris sur la soumission librement consentie. En anglais, ça faisait savant, c'était « compliance without pressure ». Mais l'idée était simple, c'était que vous n'étiez pas subordonné, vous étiez collaborateur, c'est-à-dire vous étiez à égalité avec votre employeur. Et donc, on est tous potes, on est dans un contrat de même niveau. Et si on a un contrat de même niveau, il n'y a pas besoin de code. Vous savez, les employeurs qui disent « Oh, on ne voit pas de délégué, chez moi, ma porte est ouverte. » Mais oui, mais j'ai même eu un patron, une fois, il y avait 250 salariés, et je lui dis « Vous n'avez pas de comité d'entreprise ?» Il me dit « Non, chez moi, les gens sont heureux. » Vous avez cette façon d'effacer les rapports internes à l'entreprise. C'est pour ça que Valls, quand il dit « Vive l'entreprise », pour moi, il faut avoir du vent entre les oreilles pour expliquer ça. C'est comme si vous disiez « Vive les poissons ». Parce qu'il y a des requins, il y a des sardines, c'est pas les mêmes. Et les entreprises, c'est pareil. Entre les 1 million d'entreprises de moins de 10 et les 1000 entreprises de plus de 10 qui font 50% du produit intérieur brut, il n'y a rien à voir. C'est pas les mêmes mondes. Et le petit, il se fait écraser, et le gros, il pompe tout. C'est ça le fond. Et donc, il vaut mieux regarder ça, et regarder pourquoi il faut des droits pour compenser la subordination. J'ai développé ça un peu longuement, mais j'insiste, c'est derrière toute la loi El Khomri, quand on va vous dire, il n'y a plus d'ordre public social, la loi ne doit plus l'emporter, et on va tout négocier. Parce que c'est ça qui arrive maintenant. Il restructure, alors j'y suis dans le cœur du sujet, il restructure le Code du travail pour la 2e fois, en 3 parties, un préambule, qui d'ailleurs a été retiré, mais tout se trouve remis dans les lois, la négociation, le cœur du nouveau texte, et ils envisagent des lois supplétives qui viendront s'ajouter entre 2016, 2017, 2018 jusqu'en 2019, parce que c'est prévu d'être réécrit jusqu'en 2019, on ne sait pas qui tiendra la plume. Et des lois supplétives qui viendront combler les carences qui auront pu apparaître dans la négociation. Alors, c'est une réécriture de tout le code. Alors, je vais faire encore un truc, il y a une mémoire de presse en rouge dans ce cas. Parce que vous savez, il a déjà été réécrit le code. Tout le monde a oublié. Entre 2004 et 2008, tout le monde a oublié parce que ça n'a jamais été évoqué. C'était une ordonnance, dites-moi bien, une ordonnance de décembre 2004. À l'époque, c'était Gérard Larcher. Il avait dit, il y en a assez, que les ayatollahs de la Cour de cassation s'emparent des temps forts, donnent des interprétations salafistes des temps forts du Code du travail. C'était l'époque où Parisot, une de mes préférés, disait, la liberté de penser s'arrête là pendant ce Code du travail. C'était une époque où elle disait la vie, l'amour, la santé sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas? Pas mal. D'ailleurs, je vous dis, hein, c'est la phrase la plus
réactionnaire qu'on puisse trouver. Elle se présente comme une chanson un peu comme un menuet. Enfin, elle dit que la précarité est l'horizon de l'humanité. Alors que les humains, depuis 50 siècles, se battent contre la précarité de leur destin. Depuis l'âge des cavernes, on se bat contre la maladie, le froid, la faim, la soif, et là, on se bat même contre la précarité de nos amours. On a inventé l'agriculture pour lutter contre la précarité de la cueillette. On a inventé l'élevage pour lutter contre la précarité de la chasse. Et on se bat chaque jour contre la précarité de nos sorts. On veut une stabilité, une sécurité, des conditions pour nous épanouir. C'est pour ça qu'on a une sécurité sociale. Et vous avez par exemple, vous dites non, c'est 50 siècles d'erreur, vive Cro-Magnon, on retourne tous à l'âge de Catin. C'est ça que ça veut dire, ce petit truc. Après, Gattaz est allé jusqu'au bout d'ailleurs. Il a dit le code du travail, c'était en août dernier. Le code du travail est l'ennemi numéro 1 des patrons. Tout était dit. Ce n'était pas le chômage, c'était le code du travail qui était l'ennemi numéro 1 des patrons. Et alors, ils ont déjà réécrit, je disais, entre 2004 et 2008, je le redis quand même parce que finalement, ça a un grand intérêt de s'en souvenir. Ils l'ont réécrit ils prétendaient que c'était à droit constant. C'est-à-dire qu'on changeait rien. Ils ont tout changé. Déjà. Et alors, il a été promulgué, tenez-vous bien, par Chirac. C'était en mars 2007, pendant la campagne présidentielle. Personne n'y a vu le feu. Aucun des candidats n'a accepté d'en parler. Moi, j'étais un peu agité comme inspecteur du travail avec mes collègues. Je dis attention, directez le code, attention. Aucun candidat n'a accepté d'en parler. Alors, Chirac, il a pu faire ce qu'il voulait. Il a dit, je promulgue le nouveau code. Il avait écrit entre décembre 2004 et mars 2007. Je promulgue le nouveau code et il ne s'appliquera que le 1er mai 2008. Il a enjambé la présidentielle. Alors évidemment, c'est arrivé au Sénat, c'était le 23 septembre 2007. Les sénateurs ont reçu les 994 pages, format A4, la veille. Et ils ont voté en 20 minutes le nouveau code. Alors après, ça devait passer à l'Assemblée. Moi, j'ai essayé encore de passer des trucs dans les journaux en disant ils sont en train de changer ça. J'avais travaillé avec mon ami Abouzi, avec lequel j'ai fait le bouquin là, sur la connerie, qui est un inspecteur du travail en retraite comme moi, et on avait trouvé 150 différences. Donc on avait écrit 150 amendements pour introduire le droit ancien du code dans le droit nouveau qu'ils étaient en train de réécrire et restaurer ce qui manquait. Et alors, personne ne nous écoute. Mais personne, jusqu'à ce qu'il y ait une fille de l'UP, Libération, qui m'appelle un jour, il nous a envoyé une tribune, M. Piloche, je suis surpris, vous dites qu'on réécrit le code du travail. Ben, j'ai dit, oui, ça fait déjà 3 ans. Ah, mais je ne savais pas. Ben, j'ai dit, si vous voulez me passer ma tribune, justement, c'est pour ça. Ah, elle me dit, je vais vous la passer dans 15 jours. Alors, non, 15 jours, il sera trop tard, ça sera adopté à l'Assemblée. Ah, elle me dit, mais je la passe vite, le plus vite que je peux. Elle la passe le lendemain. Et elle passe la tribune en mettant massacre du code du travail dans un silence général. J'en avais pas demandé tant. Mais j'étais content quand même que l'article passe. Et la première personne qui m'a appelé ce matin-là était membre du Conseil constitutionnel. C'était Pierre Jox, qui était toujours resté syndiqué à la CGT. Et Pierre Jox m'appelle, trouve mon numéro, puis il me dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de réécriture du code? Je dis, mais c'est toi qui es membre du Conseil constitutionnel. C'est bah, ça va, mais j'en sais rien. Alors, j'y vais avec ma petite clé USB, mes dossiers sous le bras. La seule fois de ma vie où je suis allé au Conseil constitutionnel, c'est au-dessus des colonnes de Buren. C'est vachement beau, il y a de la moquette, des écrans plats, des choses bleues. C'est une maison de retraite absolument. Et alors, je dis à Pierre, je lui explique tout ce qui se passe. Il me dit, mais j'en reviens pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben, je lui dis, mais c'est une ordonnance. Il y a 4 ans, 3 ans. Ben, il me dit, ben alors, je dis, ben, tu vas pouvoir faire quelque chose, je m'excite. Il me dit, mais non, tu crois que le Conseil constitutionnel va s'intéresser au code du travail? Sûrement pas. Jusqu'à, il n'a jamais ouvert ça, il n'en a rien à faire. Et les autres, ils ne vont même pas y passer une seconde. Ça va être avalisé du premier coup. Ce qui est d'ailleurs arrivé après. Alors, je lui ai dit, bah, tu peux m'aider. Alors, il m'a aidé. On a fait une conférence de presse avec 3 personnes. Martine Billard, pour les Verts. Elle était au Vert à l'époque. Et elle avait travaillé comme, elle était déléguée du personnel. Et il y avait Alain Vidalis pour avocat du travail. Et c'est intéressant parce qu'il y avait aussi Roland Museau du Parti communiste qui avait été délégué CGT à la SNECMA. Et puis tous 3, ils ont dit on ne va pas laisser faire, on ne va pas laisser toucher au code. Alors, la conférence de presse, elle est filmée tout ça à l'époque. On défense du code du travail, pas touche au code du travail, c'est notre droit le plus précieux, etc. Et du coup, on convainc tous les groupes de gauche de se battre à l'Assemblée parce que ça ne s'était pas passé au Sénat. Et ils vont le faire. Ils vont défendre les 150 amendements qu'on a rédigés. Au lieu que ça passe en 20 minutes, comme au Sénat, ça va mettre 8 heures. Ils vont résister à l'UMP. L'UMP a désigné une députée qui s'appelait Jacqueline Murs, qui était de Perpignan, qui ne connaissait rien. Mais ils lui disent, tu vas te faire la main, c'est pas grave. Chaque fois que tu as un amendement, tu réponds, c'est à droit constant. Et la fille, pendant 8 heures, elle va répondre tous 150 fois, c'est à droit constant. Elle ne s'intéresse pas au sujet, elle est là pour que ça passe.
Alors tous les députés se battent, et avec vigueur, avec conviction. Mais qui? Mais François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Michel Sapin, tous, cette nuit-là, ils passent 8 heures à défendre le Code du travail. Ils passent 8 heures à défendre les 150 amendements que j'avais faits. Et ils vont évidemment être battus. Ce qui est intéressant, c'est de voir leur déclaration de cette nuit-là. Rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui, c'est le contraire. Aucun des arguments qu'ils ont utilisés aujourd'hui, ils nous les entendent aujourd'hui, je les utilise. Aucune des explications qu'il y a sur la défense du Code, ils ne veulent en tenir compte, ils s'entêtent pour que le projet ne soit pas retiré. Le contraire de ce que je suis en train de dire. Bon, j'arrive. Ah, la loi est correcte. Les 3 parties. La première, c'est Badinter. Badinter, Lyon-Camp. Bon, ils ont fait un truc, en fait, des principes, comment dire, éthérés, allégés, épurés, passés à l'acide, laïcs, tout ce que vous voulez de ce type. C'est-à-dire dans leur préambule, qui seraient des nouveaux canons du nouveau code, dans leur préambule, il n'y a rien. Pas un chiffre. Pas les 35 heures, pas les 48 heures, pas le repos quotidien de 11 heures, rien. La durée du travail est évoquée une fois, c'est la durée normale du travail. 170 ans d'histoire balayée. Durée normale du travail. D'ailleurs, le Conseil d'État a été saisi, et le Conseil d'État a dit c'est une formule inhabituelle, mais pourquoi ne pas la prendre? Et c'est comme ça que Léon Blum, François Mitterrand et Lionel Jospin, les 40 heures, les 39 heures et les 35 heures sont passés à la trappe. Dans le texte, regardez la loi. La loi, c'est pour les entreprises et les actifs. Alors, les gens qui ne font pas attention aux questions de droit, pour se dire, bon, ah oui, mais d'abord les entreprises. Et les actifs, ce n'est pas les salariés seulement. Ça peut être indépendant. Vous pouvez mêler le contrat commercial, le contrat civil et le code du travail. Dans le titre même de la loi. Le point 3 de Badinter dit la personne dans ses activités sera protégée dans sa dignité dans les relations de travail. Et un copain député lui dit c'est bien. Bah, je dis non. Pourquoi il y a écrit la personne? On n'a pas la personne dans le code du travail, on a les salariés. Il n'y a pas le mot la personne. Et parce que ça noie le contrat, la nature du contrat, la relation, la subordination. Pourquoi pas mettre collaborateur pendant qu'on y est? Parce que, bah oui. Et oui. Parce que, alors vous avez écrit, par exemple, il y a écrit les rémunérations seront versées avec périodicité et régularité. Il ne devait pas connaître le mot mensualité. On est mensualisé depuis 1971, le gars il dit que la rémunération sera versée avec périodicité et régularité. Il y a les discriminations, il dit qu'on luttera contre les discriminations, virgule, notamment religieuses, virgule. Le code du travail est infiniment plus précis que ça. Toutes les discriminations sont énumérées, celle de l'âge, celle du handicap, celle de l'orientation sexuelle, et le texte d'ailleurs sur les discriminations du code actuel est très bien fait. Pourquoi réduire ça à notamment religieuse? Parce que ce n'est pas un notamment. L'avocat, dans un procès, il dira si le législateur a choisi celui-là, il n'a pas mis notamment syndical. C'est parce qu'il considère que la plus importante des discriminations dans l'entreprise est religieuse et non pas syndicale. Et vous avez changé complètement toute une approche de la lutte contre les discriminations juridiques pour des décennies. Alors il met dans son truc, ah oui, il y a un chiffre. Il dit le travail des enfants sera interdit en dessous de 16 ans. Point. Sauf si la loi en décide autrement. Et vous n'allez pas me croire, il y a un décret Rebsamen, 1er février 2015, applicable au 1er mai 2015, qui facilite le travail des enfants pour qu'ils montent sur les échelles, les escabeaux, les escaliers, et qu'ils puissent aborder les machines dangereuses. C'était interdit avant. Je parle bien des enfants, parce que depuis 2020, l'apprentissage dans notre pays a été rétabli à 14 ans. La possibilité pour les enfants de travailler à 15 ans, le dimanche et de nuit, a été rétablie. Et il restait encore des protections, c'est-à-dire que l'inspecteur du travail soit informé sur les machines dangereuses avant, préalablement, et qu'il donne des autorisations, qu'il contrôle, et qu'il y ait des alertes, et qu'il soit interdit de faire des travaux en hauteur sur des échelles. Bon, ils ont autorisé. Les mômes peuvent monter sur des échelles. Et même le texte dit, de façon temporaire, et en les avertissant du risque qu'ils courent. Parce que le patronat a dit, moi je prends plus d'apprentis. Je ne prends plus d'apprentis s'ils ne peuvent pas monter sur les échelles. Mais au mois de mars dernier, à Luynes, à côté de Rennes, il y a un môme de 14 ans et demi, il est tombé de son échelle, en dessous il y avait une trémie, et il s'est tué. À Mulhouse, il y a un môme, c'était dans une boulangerie industrielle, ils l'ont bien nettoyé un pétrin, ils l'ont laissé tout seul, le pétrin s'est remis en route, le môme a été broyé. Je dis ça parce que
Quand vous abordez le Code du travail sous l'angle qu'ils sont en train d'aborder, vous changez d'optique. Quelle est la nature de la contre-révolution qu'on a? Et elle est toute dans l'article 1 de la loi El Khomri. C'est l'article qui dit droit et liberté des travailleurs, d'ailleurs c'est le mot qui est utilisé à ce moment-là, soumis au bon fonctionnement des entreprises. Nous voulions depuis un siècle que le bon fonctionnement des entreprises soit soumis au respect et aux droits des salariés. C'est ce qu'a fait François Hollande en septembre dernier. Moi, j'étais devant ma télé. Et il dit, quand il annonce la loi, nous allons adapter les droits du travail aux besoins des entreprises. Je vous le dis, cette seule phrase est une contre-révolution conceptuelle, théorique, juridique, historique et pratique. C'est une rupture avec 100 ans d'histoire du Code. Nous nous battons, nous, pour que les entreprises respectent les humains et non pas pour que les humains soient soumis aux entreprises. Depuis Courrières. Et ce n'est pas pour nous seulement français, parce que la France est signataire de l'Organisation internationale du travail, bon ça, OIT. Et qu'est-ce que c'est l'OIT? C'est la recherche d'un droit du travail universel, planétaire. On ne veut pas descendre au niveau du Bangladesh. On ne veut pas permettre au Bangladesh d'avoir des dérogations négociées. On se bat pour que partout les enfants ne travaillent pas. On se bat pour que partout il y ait une durée maximale du travail. On se bat pour que partout il y ait un droit syndical. C'est ça l'OIT. C'est depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La Déclaration de Philadelphie. C'est depuis la Charte fondamentale des droits humains de 1999 en Europe. Et il y a des conventions internationales du travail. S'il y a des conventions internationales du travail, c'est bien parce qu'on veut que le droit du travail soit constitutif du droit de la concurrence. On ne veut pas qu'il en soit exclu. On ne veut pas négocier entreprise par entreprise la durée du travail. On veut que ça soit attaché aux droits de l'homme et de la femme. Ce n'est pas à l'entreprise, mais aux droits de l'homme et de la femme au travail. Je reviens sur ça parce que c'est tout. Si vous avez une raison pour manifester le 14 juin prochain, si vous avez une raison pour aller jusqu'au bout du retrait de la loi El Khomri, elle est dans l'article 1. Tout est dans l'article 1. Nous ne voulons pas d'article 1, celui qui nous subordonne au bon fonctionnement de l'entreprise. Nous voulons que le bon fonctionnement de l'entreprise soit subordonné à nous, salariés, qui produisons les richesses, et n'en avons pas la part que nous méritons. C'est de cette façon-là qu'on doit voir les choses. Et la phrase de Hollande est une contre-révolution. Si vous trouvez le mot trop fort, rappelez-vous que Valls lui-même a dit ce que je vais faire avec cette loi, c'est pas une réforme, c'est une révolution. En effet, c'est une contre-révolution. C'est une rupture. C'est une rupture théorique, historique. Ça n'est pas. Nous ne sommes pas dans un combat banal. Nous ne sommes même pas dans la recodification de 2004-2008. Nous sommes dans une situation historique où toute une partie de notre civilisation est en train de basculer si la loi El Khomri passe. Et ce qu'ils veulent nous faire, c'est nous amener sur le terrain d'un droit où il n'y a plus de droit de travail. Les États-Unis, pour ceux qui suivent le TAFTA, en fait, on nous taftaïse sur le plan du travail, pour nous amener dans un autre système de droit, dans une autre société que celle que nous avons bâtie depuis un siècle. C'est ça l'article 1. Alors l'article 2, la hiérarchie des normes, je suis embêté chaque fois qu'on y arrive, parce qu'à la télé, c'est pas facile de parler de la hiérarchie des normes. Vous avez l'ennui tout de suite, à distance, les gens, vous ne savez pas comment ils comprennent sa hiérarchie des normes. C'est pas mobilisateur. Bats-toi pour maintenir la hiérarchie des normes. Je cherche depuis le début comment, je vais vous dire. C'est comme si vous avez un peu de café qui reste dans le fond de votre tasse, vous mettez un sucre, et vous voyez bien l'arête carrée du sucre. Voilà. Et mais au fond, le sucre, il est déjà dans le café. Et le café est en train de monter par capillarité. Et le sucre s'affaisse lentement jusqu'à ce qu'il fonde et qu'il soit totalement dans votre café et vous ne voyez plus le côté blanc du sucre. C'est fini. Ben, c'est ça, l'accord d'entreprise qui sape l'accord de branche, qui sape l'accord professionnel, qui sape la loi. C'est comme ce sucre qui fond dans votre tasse de café. C'est-à-dire qu'au lieu, avant, c'était la loi qui l'emportait. Elle dominait sur la branche et la branche dominait sur l'entreprise. Maintenant, c'est l'entreprise qui va l'emporter sur la branche, qui va l'emporter sur l'accord national interprofessionnel, qui va l'emporter sur la loi. Et donc, vous allez faire là, entre guillemets, tout va venir de l'entreprise et du bas de l'entreprise. Alors, on me dit parfois, mais qu'est-ce que c'est en concret? Alors, moi, je vais vous dire à ma façon. On va prendre les heures supplémentaires. Parce que c'est ça qui est important, c'est le fric, les pépettes liées au travail. Les heures supplémentaires, ils doivent dépasser de 25% à 10%. Quand je dis qu'ils mettent en cause à la fois Blum, Mitterrand et Jospin, c'est important parce que c'est la durée légale. La durée légale n'est que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Si elle n'a pas de fonction, vous pouvez toujours travailler 39 heures. Fillon, par exemple, il veut qu'on travaille 39 heures. Et quel est le premier résultat si on travaille 39 heures? On peut déjà travailler 39 heures.
Mais si vous mettez la durée légale à 39 heures, vous perdez la majoration de la 36e heure, la majoration de la 37e heure, la majoration de la 38e et de la 39e. Il faut l'expliquer comme ça, vous perdez 1 heure à chaque fois. Bon. Et là, ça a vite baissé de 25 à 10. C'était d'ordre public social, la durée des heures supplémentaires. C'est lié à la durée légale. Et quand vous affaiblissez l'heure supplémentaire, vous affaiblissez la durée légale, à la puissance. Je vais vous dire comment ça se passait dans 3 entreprises qui étaient de mon ancien secteur, dans le 3e arrondissement. Il y en a une de 45 salariés, rue Saint-Martin. Il y en a une de 35 salariés, rue Mellet. Il y en a une de 15 salariés, rue Notre-Dame de Nazareth. Celle de 45 salariés, je la connais. Ils font tous les 3, du textile. C'est une boîte. Le patron n'a jamais voulu dépasser 45 pour ne pas avoir de comité d'entreprise, pour ne pas avoir de syndicat. Il ne veut pas atteindre 50. C'est un patron de combat féroce. D'ailleurs, je n'ai jamais pu lui imposer quand je travaillais le vestiaire, parce qu'il n'y avait pas de place, disait-il, mais il y avait de la place pour garer sa voiture, ça je la gare, là où on aurait pu faire le vestiaire. Et les femmes qui travaillent, c'est des femmes en majorité. C'est 4 rangées de 10 femmes sur leur machine. Et la contre-maîtresse, elle est comme moi, elle est sur l'estrade, au-dessus d'elle. Elle est surveillée toute la journée pour pas qu'elle parle. C'est interdit de parler. Et pour faire pipi, il faut lever le doigt. C'est comme ça que ça marche dans cette boîte. Alors comment ça va se produire sur les heures supplémentaires? Je vais vous dire. Le patron, il va monter à côté de la contre-maîtresse sur l'estrade. Il va dire, je ne peux plus payer les heures supplémentaires à 25%. Dorénavant, ce sera 10%. Il y a quelqu'un qui est contre? Aucune ne va bouger. Elles vont toutes piquer le nez sur leur machine. Elles vont faire le calcul parce que les heures supplémentaires, elles y tiennent. Leur salaire est très bas. Elles ont que ça pour s'en sortir parfois. Elles vont calculer comment c'est, puisque maintenant, ça sera 25%, 10% au lieu de 25%. Qu'est-ce qu'elles vont gagner à moins chaque fois qu'elles font des heures sup? Mais elles ne vont rien dire. Dans la deuxième entreprise, je connais, c'est 35, rue Mellet. Le patron est plus sympa. Oh, il n'est pas au point d'avoir des délégués du personnel, hein. Pas exagérer, mais il dit, ma porte est ouverte. Puis lui dit, je vais continuer à payer les gens 25%. Je ne vois pas pourquoi je ne paierai pas 25%. Je vais toujours payer 25%. J'ai une marge. Bon. Et il va vouloir maintenir les 25%. Mais c'est le banquier qui va venir. Il va dire, mais monsieur l'employeur, le ratio entre le nombre de salariés que vous avez et la marge que vous dégagez n'est pas très bon. Moi, j'aime bien les banquiers, les entreprises qui font des marges plus importantes. Or, votre marge n'est pas très forte. Je ne veux pas vous dire de votre collègue à côté, rue Saint-Martin, mais quand même, il fait mieux que vous. Et ça m'intéresse, moi, banquier, mieux. D'autant que vous allez me demander de vous aider à la fin du trimestre, parce que vous avez un problème de trésorerie. Donc, vous allez me demander de faire la pointe à moi, banquier. Et moi, je veux bien vous aider. Mais si vous vous aidez vous-même. Parce que si vous aidez pas vous-même, alors le patron va lui dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, pourquoi vous ne faites pas comme l'autre? Et que vous ne passez pas les heures supplémentaires de 25% à 10%. Alors avant, le patron pouvait répondre au banquier en disant, je ne peux pas, c'est la loi. Et maintenant, le banquier va dire, c'est plus la loi. Ça dépend de vous, dans votre entreprise. Donc vous pouvez, en vous entendant avec vos salariés, passer de 25 à 10. Alors le petit patron va aller voir tous ses salariés. Il va dire, on est dans la merde, on ne peut pas faire autrement. Le banquier nous coupe le coup à la fin du trimestre, si jamais on ne passe pas de 25 à 10. Donc il faut passer de 25 à 10. Et ils vont passer de 25 à 10. La troisième entreprise, Notre-Dame de Nazareth, je le connais, le patron, c'est un vrai voyou. Il a déjà que le clandestin, je les ai gaulés 2 fois. Il triche sur les heures supplémentaires, il ne les compte pas, il ne les paye pas. Mais il va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il peut faire avec cette foutue loi de conneries. Et alors, c'est son comptable qui est un voyou aussi, qui va trouver. Il va lui dire, regarde, les heures supplémentaires, elles peuvent être majorées ou compensées. Compensées, c'est pas la même chose que majorées. Regarde bien. Et on se rappelle front tous les deux, ils vont dire, on va les compenser, on va leur donner un blouson à la fin du mois pour payer les heures qu'il faut. Et ça sera une compensation. Et je suis en train de vous raconter comment, dans 3 entreprises du même secteur, à 3 rues d'intervalle, dans le même quartier, le dumping social va s'exercer pour tirer vers le bas tous les droits des salariés et leur salaire. C'est ça, la loi El Khomri. C'est ça, la négociation d'entreprise. Et ce que je viens de vous raconter va s'appliquer surtout les jours fériés, les jours de congé, la fixation des dates de congé, le temps d'habillage, le temps de déshabillage, les pauses Tipeee, tout va y passer. Vous n'avez qu'à regarder Airbus Industrie, ça réserve. Le patron, il a dépassé, c'est quand même une grosse boîte, hein, il a dépassé les pointeuses du vestiaire pour les emmener sur la machine. Le temps que vous vous déshabillez, le temps que vous traversiez la cour, le temps que vous traversiez l'atelier et que vous arrivez sur votre machine, c'est 20 minutes. Ils ont perdu tous 10 heures. Alors ils sont mis en mouvement, je veux dire, c'est pas possible.
patron dit oui, c'est vrai, on va négocier. Et donc, il a négocié que le taux des heures entre le vestiaire et la machine soit payé 6 euros au lieu de 18 euros comme il était payé avant. Et Toulouse, Blagnac, Téléperformance, centre d'appel, 400 salariés. Le patron dit maintenant, pour la pause pipi, vous devez demander par mail. Les gens se mettent en colère. Et le patron dit non, peut-être, je retire. On va négocier. Donc, ils se mettent à renégocier le nombre de pauses, le nombre d'appels, et la façon dont on les calcule, le contrôle. Voilà, deuxième chose. Et après, je vais vous parler de Smart, Daimler. C'est à Ambach, en Moselle. Le patron, il décide de faire un référendum. Il a expérimenté la loi El Khomri avant la loi El Khomri. Pour que les gens travaillent 39 heures payés 37 au lieu de 35. Il leur dit, sinon, j'emmène l'entreprise en Slovénie. 56% des gens ont voté pour. Mais 62% des ouvriers ont voté contre. Et les syndicats majoritaires, CGT et CFDT, parce que la CFDT est contre la loi El Khomri, métallurgique. Ils disent, on ne signe pas. Alors le patron a convoqué chaque salarié individuellement après, et les a forcés à signer un contrat, un avenant, et ils ont 90% d'entre eux ont accepté de travailler 39 heures, payer 37, et donc de perdre leur boulot. C'est la subordination, ça. Et si vous n'avez pas une loi qui empêche de faire ça, qui protège votre contrat de travail, eh bien pourquoi je dirais? Et maintenant, ça va être possible. On va dire, ouais, non, tu comprends, c'est pas bien. Les référendums, c'est quand même démocratique. Vous entendez ça à la télé. Même El Khomri, elle disait ça. Le référendum, c'est démocratique. Pourquoi tu t'opposes au référendum? T'as peur des salariés. J'ai même vu l'autre jour, j'étais un débat avec quelqu'un, dirigeant de la CGT. Il dit, oui, mais vous, la CGT, vous êtes jacobins. Nous, on est girondins. J'ai dit, t'es sûr qu'il faut remonter à la Révolution française pour départager le taux horaire des heures supplémentaires? Alors, elle dit, oui, mais un référendum, c'est démocratique. Ah oui, tiens donc. Parce que, vous savez, pour que les syndicats soient élus, il faut le dire ça, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, il faut qu'ils aient un quorum. Il faut qu'il y ait 50% de voix. Il y ait 50% de 50%. C'est ça, les... Bon, et ils sont bien élus dans ces cas-là. Parce que sinon, c'est pas comme les députés. La dernière députée en Loire-Atlantique, elle a été élue avec 12,14% de votants. Hein? Les syndicats ne peuvent pas faire comme ça. C'est du sérieux, l'élection. Et même, il y a 60 ou 70% ou 80% des gens qui votent dans les élections professionnelles. Il y a beaucoup plus de votants que dans les élections politiques. Quand il y a du mépris à la télé, quand on nous dit que la CGT, c'est Daesh, des voyous ou des terroristes, et qui ne représentent rien, sauf quand ils ont les capacités de bloquer tout le pays. D'un seul coup, ils représentent trop. Mais on nous dit pas comment les syndicats sont majoritaires. Même parfois, ils nous disent, c'est dans la loi, c'est grâce à la loi qu'il faut des accords majoritaires. C'est pas vrai. C'est depuis 2008. Ça a été mis en place avec retard pour arriver à ce que les syndicats majoritaires puissent exercer leur majorité. Ben là, non. Ils disent que maintenant, quand les syndicats sont majoritaires, le syndicat minoritaire à 30% pourra saisir l'employeur pour faire un référendum contre l'avis des syndicats majoritaires. C'est ça. C'est la loi pour Bompard, le dirigeant de la FNAC, pour que les gens puissent travailler le dimanche, parce que les syndicats s'y opposent. En plus, c'est énorme, parce qu'on nous a vendu le fait que le dimanche, on y travaillera par volontariat. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de volontariat, on va aller travailler. Essayez de travailler le dimanche si votre patron ne veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. Ça ne marche pas, mais dans un cas ni dans un autre. Et là, la FNAC, les syndicats majoritaires, bien élus, disent non. Et là, le syndicat minoritaire, je ne vous donne pas son nom à l'heure actuelle, interroge le patron, et c'est le patron qui organise. C'est lui qui pose la question. Alors, quand vous posez la question, vous avez la réponse. Genre, si tu travailles par dimanche, je te vire le mardi. Vous êtes pour travailler le dimanche dans ce cas-là. Et en plus, le référendum n'est pas défini. C'est-à-dire que lui, il n'aura pas besoin de quorum. Il pourra être fait le samedi matin avec 20% dans un coin, dans une urne. Et puis vous savez que maintenant, dans la loi El Khomri, c'est le patron, puisque c'est lui qui décide tout, soi-disant par accord, c'est le patron qui décide si c'est un vote électronique ou si c'est un vote avec papier. Et vous avez changé toutes les élections professionnelles parce que les patrons décideront que c'est des votes électroniques. On se bat contre du point de vue des élections politiques, mais c'est passé dans l'entreprise. C'est quelques-uns des petits détails de la loi El Khomri. Et donc, en vérité, vous pouvez, avec le référendum, biaiser tout. Le pistolet sur la table, je vous emmène en Slovénie, je te le vire mardi, les 30% deviennent le patron qui bat les syndicats pourtant bien élus et largement majoritaires. Ça n'a rien de démocratique, contrairement à ce que nous a dit Valls.
Alors, il y a une autre chose, il dit oui, alors, dans les entreprises où il n'y a pas de syndicalisme, ça sera des mandatés. Ça passe au journal du soir. Où j'adore, ça, personne ne sait ce qu'est un mandaté. Mais un mandaté, ce n'est pas un syndicaliste. Moi, j'étais très taquin quand j'étais inspecteur. J'entrais dans des boîtes, après les 35 heures, puis ils disaient bonjour madame, où est-ce qu'il est le syndiqué? Il n'y a pas de syndiqué chez nous. Alors, j'allais voir un autre bureau, mais c'est là qu'il y a le syndiqué. Il n'y a pas de syndiqué chez nous. J'ai exprès d'aller faire toute la boîte. Puis à la fin, on me disait allez voir le comptable. J'allais voir le comptable, je savais c'était lui. Alors plutôt exactement, je disais monsieur, c'est vous qui êtes mandaté par la CFTC? Ah non, ah si, oui, je me rappelle, c'est l'année dernière. Le patron m'a envoyé les voir, on a signé un papier, c'est comme ça qu'on a eu l'argent des 35 heures. Évidemment, c'est ça un mandaté. C'est soit le neveu du patron, soit le comptable. Et je vous signale que c'est redoutable, parce qu'ils ont soi-disant amélioré le texte après le 14 mars, en faisant que partout où il n'y avait pas d'institution représentative du personnel, ni de syndicat, ce soit un mandaté. Vous allez avoir 80% des entreprises où il peut y avoir un mandaté. Le patron trouve son neveu, dit va voir la CFTC, tu reviens à papier, pouf, je descends les heures supplémentaires de 25 à 10%, je change les jours fériés et je change tout le reste. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est présenté comme la démocratie alors que c'est l'anti-démocratie. Vous savez que le patron pourra négocier quand commence la semaine. Parce que vous croyez qu'elle commence le lundi encore. Il ne va pas le BHV, Bazar d'Hôtel de Ville à Paris. Ils ont proposé un accord aux syndicats, à tous les syndicats, pour que la semaine commence le mercredi. 1, 2, 3, 4, 5. Le dimanche, c'est le 7e jour. Là, c'est le 5e. Vous ne payez plus de majoration pour le dimanche parce que c'est le 5e jour, parce que vous avez décidé que la semaine commence le mercredi. Le repos compensateur qui est attaché au dimanche, eh bien, il saute parce qu'il n'est pas dit dans la loi qu'il doit être payé. Il est lié au dimanche. Donc, les gens peuvent travailler du mercredi au dimanche sans avoir un flèche de plus pour le dimanche qui leur sera imposé. Et après, vous croyez, vous avez vu que les congés, l'habitude des congés, vous les fixez 2 mois avant. Maintenant, la loi prévoit que ça, 5 jours avant, l'employeur a le droit de vous dire non s'il a besoin de vous. La loi prévoit que vous pouvez négocier un contrat individuel, comme ils veulent, comme à Smart, ou pour travailler 12 heures. La loi prévoit que vous aurez des circonstances exceptionnelles. Alors, c'est encore informé l'inspection du travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une circonstance exceptionnelle? Moi, quand je travaillais, une fois j'avais confronté, c'était en 2003, à une demande de travail 60 heures pour des circonstances exceptionnelles pour les graveurs sur marbre, dans la région parisienne. Je vois que c'était l'année de la canicule. Donc, il s'agissait de graver les tombes. Moi, j'avais refusé. J'avais dit que les morts pouvaient attendre, qu'il n'y avait pas besoin de travailler 60 heures. Mais mon directeur du travail à l'époque, il n'y a plus de directeur du travail, maintenant c'est les directeurs des entreprises, les directs. Mais mon directeur du travail de l'époque m'a dit si, ils doivent pouvoir graver les tombes, on leur accorde 60 heures. Donc il y a une dispute sur le mot exceptionnel. Moi, j'entendais c'était seulement sauvetage en mer et incendie de forêt. Lui, c'était graveur sur marbre. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer à rue Saint-Martin, dans la boîte de 45 salariés dont je vous parlais tout à l'heure, quand il va arriver 252 ans à faire le mardi, d'ici au vendredi? Et le gars il va dire c'est des circonstances exceptionnelles. Et dans ce cas-là, le repos quotidien, qui avant était un bloc de 11 heures, il est sécable maintenant. C'est-à-dire qu'il peut être fractionné. Et bien toutes les femmes, les 40 femmes alignées avec la contre-maîtresse, elles vont travailler jusqu'au vendredi en calculant plus leur nombre d'heures, parce qu'ils sont tous à 10%, mais pour en faire le maximum, parce que le patron dira c'est des circonstances exceptionnelles, je veux que tous les 12 ans soient finis vendredi, j'ai la commande pour vendredi, si on la rate. Vous êtes revenu lentement au docteur Villermé. Je ne vous ai pas fait de détour quand je vous parlais de courrier. Je vous explique que quand on casse l'ordre public social, ce qui arrive. Il faut le dire aux gens parce que plusieurs millions de personnes ont compris. Je vous signale que depuis le 9 mars, il y a à peu près un peu plus de 2 millions de personnes qui ont manifesté au moins une fois dans les 6 à 7 manifestations que nous avons faites. Mais encore 2-3 millions de personnes qui hésitent. Ils se disent que c'est mauvais. La preuve, c'est que toute l'opinion est contre. Ils se disent que ça peut être grave, mais ils ne savent pas. Il faut expliquer, il faut alerter, il faut expliquer, il faut alerter toutes les conséquences du domaine de la négociation. Parce que ça sera pour les congés payés, vous l'avez lu. Ça sera pour les congés payés, vous l'avez lu, pour le décès d'un proche. C'était 5 jours. La Badinter dit, c'est un congé. Dans la négociation, le patron, ça va. Une demi-journée. Et s'il ne dit rien, dans les lois supplétives, plus tard, il y aura peut-être écrit 2 jours ou 3 jours.
à la place de 5 jours. Comme je dis, tous les gens vont perdre leur vie intime pour ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. Il faut bien comprendre ce qui est en jeu. Celui qui ne le voit pas, et parfois il y a des fonctionnaires, c'est pas pour nous. Si un fonctionnaire croit que c'est pas pour lui, il a de la boue dans les yeux. Parce que ce qui arrive là au privé servira comme argument pour lui faire suivre après. Macron, il a dit, je suis pour une société sans statut. Sans statut, sans droit du travail et sans statut de fonction publique. J'ai eu un débat avec une fille à la chaîne parlementaire, qui s'appelait Open-Emer, elle dirige Challenge. Et dans le débat, elle me dit, oh, mais monsieur Filot, vous savez, ça suffit. Les jardiniers du Sénat sont encore fonctionnaires. J'étais en débat, je cherchais à comprendre, mais c'est vite compris. Elle voulait que les jardiniers du Sénat ne soient plus salariés, qu'ils soient auto-entrepreneurs, horticulteurs, qu'on les appelle au printemps pour venir couper les feuilles, et à l'automne pour ramasser les feuilles, et qu'entre-temps ils se démerdent, ils se paieront comme ils voudront. Et vous croyez que c'est un problème? Ben non, c'est pas un problème, parce que c'est l'article 27 de la loi El Khomri. Je saute, je vais plus vite, tu me dis que le temps passe. Mais l'article 27 de la loi El Khomri, c'est celui qui dit, pour les VTC, voitures tourisme avec chauffeur, chez Uber, le célèbre Uber à Paris, quel est le rapport entre un voiturier et Uber? On m'a fait monter l'autre jour une bagnole chez le voiturier. Le gars, il me dit, j'ai 25 ans. J'ai dit, alors, vous avez travaillé combien aujourd'hui? Il me dit 20 heures. J'ai dit 20 heures. Il me dit, oui, je suis en forme, je m'en sors. De toute façon, ma mère m'a cousu 2 couvertures pour que je puisse dormir dans la voiture. J'ai dit, mais ça va la santé? Il me dit, oui, j'ai un peu un ulcère. Mais j'ai dit, vous vivez comment? Elle me dit, oh, ma copine m'a quitté. Je lui ai dit, vous faites combien par semaine? Il me dit 110, 120 heures. J'ai dit, au moins, vous payez vos cotisations sociales. Ah, mais non, je ne peux pas. Je dis, pourquoi? J'ai un accident de voiture à la tôle, là, il y a 3 semaines, et elle me calculait, je ne peux pas rouler avec une voiture abîmée. Ça m'a coûté 1 600 €. Alors, je rembourse. Je dis, il vous reste combien à la fin du mois? Il y a en ce moment 1 200 € pour 120 heures par semaine. Et le rapport avec Uber, c'est quoi? C'est pas un contrat de travail. Il est actif. Il est une personne. Il est un collaborateur. N'est-ce pas? Alors, Uber lui envoie une course et il paye 25% de la course. C'est le seul échange avec Uber. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de médecin du travail, il n'y a pas d'inspecteur du travail. Il est libre, il est librement soumis. Et il n'a plus de code du travail. Et en ce moment, l'URSSAF, à Paris, fait la guerre à Uber. Il y a un directeur d'URSSAF, il s'est mis à dire non, c'est plus possible, vous payez les cotisations sociales. En fait, on va requalifier vos contrats en contrat de travail. Ils ont raison. Ils le font en ce moment. Mais si la loi El Khomri passe, l'article 27 dit que l'article L 7411.1 ne s'appliquera plus aux VTC. C'est-à-dire qu'ils ne relèveront plus du Code du travail. Donc, ils ne pourront plus requalifier leur contrat et l'URSSAF devra arrêter d'essayer d'obtenir des cotisations sociales de Uber. Si l'article 27, alors vous me direz, il ne va peut-être pas passer si vous avez suivi l'actualité. Parce que le Sénat a aggravé la loi. Ça, c'est vrai. Il a mis 39 heures au lieu de 35. Mais il a fait quelque chose, il a supprimé l'article 27 avec un commentaire. C'est quand même un peu compliqué ce truc-là, il faudrait peut-être y réfléchir avant de faire ça. Le Sénat de droite donne une leçon à El Khomri sur l'article 27. Et je termine sur l'article 52 et sur la lutte. L'article 52. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait un chômeur qui s'était immolé par le feu à Nantes il y a 2 ans et demi. Si vous vous souvenez de la question, le gars était un intermittent et un saisonnier. Et les patrons mettaient du temps pour remplir les papiers parce qu'il avait des interruptions, puis des périodes de travail, puis des interruptions. Et donc, il fallait qu'il les apporte dans des délais fixes à Pôle emploi pour avoir les indemnités. Et là, il avait du retard, pas de sa faute. Il avait bien des droits ouverts, mais la paperasse n'avait pas été faite à temps. Et Pôle emploi lui a dit ben, on te supprime. T'es pas à temps, on te supprime. Et ils ont fait pire, ils sont allés sur son compte bancaire et ils ont retiré les trop versés, ou les trop perçus, comme vous voudrez. Et le gars, ça l'a mis en difficulté, il était dans la misère la plus totale, avec sa banque qui lui a fermé le robinet, il était en difficulté pour son appartement. Il s'est immolé par le feu devant Pôle emploi. Il était dans ses droits, et c'était seulement une violence administrative qui lui avait fait perdre la totalité de ses droits, tels qu'ils étaient. Alors à Nantes, les associations, puis les syndicats, sont allés plaider pour cet homme, après sa mort. Et ils ont dit, c'est pas possible que Pôle emploi fasse ça. Stop. Et ils ont fait les procédures devant les tribunaux jusqu'au Conseil d'État. Et exceptionnellement, ils ont gagné.
C'est-à-dire que le Conseil d'État leur a donné raison, a dit, il ne faut pas faire ça. Et il a interdit à Pôle emploi de continuer à les prélever individuellement sur le compte des gens, les trop perçus, les indus, comme on dit. Et c'est un arrêt du Conseil d'État du 15 octobre 2015. Il y a 9 mois. 9 mois seulement. L'article 52 de la loi El Khomri casse l'arrêt du Conseil d'État et restaure le droit à Pôle emploi par la loi d'aller prélever les indus directement sur le compte bancaire des chômeurs qui sont dans cette situation. Je suis un peu indigné et très colère à titre personnel, ça me donne la force de faire tous ces meetings. Cette loi est dégueulasse. C'est pas une petite loi. Ne vous laissez pas tromper par les mensonges du gouvernement. Quand ils disent « Attendez, on l'a équilibré », quand on l'a allégé, on a fait un compte personnel d'activité. Il n'y a rien dans le compte personnel d'activité. On a donné des choses pour les jeunes. Vous avez vu à la télé, ils vous ont trompé. La garantie jeune, d'abord c'est 470 €. Pour vraiment être dans la mer, c'est le SMIC grec. Il y en a beaucoup, je sais, mais très peu vont la chercher. Parce qu'ils ne savent pas comment. Alors, à la télé, ils vont dire 50 000, on va l'étendre. Mais il y en a que 10 000 qui la touchent. Et encore, on n'est pas sûr. Après, ils ont dit, à la télé, ils vous ont menti le 14 mars. 900 000 jeunes peuvent être concernés. Tu parles. Pour payer à 900 000 jeunes 470 €, pour les 4,5 milliards, il fallait faire un collectif budgétaire tout de suite. Ils n'ont pas fait ça du tout. Ils ont dit ça sera en 2017. Donc sur la garantie jeune, il y a un gars comme l'organisation étudiante, la CAGE, non, la FAGE. Le gars, il s'est vendu pour un tas de lentilles, il n'y avait pas de lentilles dedans. Il a dit, j'accepte, je retire j'arrête le combat parce qu'il y a la garantie jeune, c'est du pipeau. Alors la formation pour les jeunes, ils vont passer de 150 heures à 400 heures. Alors, vous savez, avant, c'était un DIF, droit individuel à la formation. Il a été remplacé par le CPF, compte personnel de formation. Il est de 150 heures sur 43 ans au lieu de 120 heures sur 6 ans. Bon. Ils disent pour les jeunes qui n'ont pas de formation, on va leur donner 150 heures de plus. Mais n'importe quel pédagogue vous dira que pour un jeune qui n'a pas de formation, il n'y a aucun diplôme, ni CAP, ni BEP. Il faut au moins 1000 heures pour le rattraper. C'est une formation initiale. Mais en plus, c'est ceux qui sont plus durs à faire revenir. Donc, c'est du bluff quand on vous dit ça. Puis après, on dit oui, mais ça sera marqué sur votre compte personnel d'activité. Il faudra marquer que c'est un compte et c'est plus des droits. Et le compte personnel d'activité, il y avait la formation, le point pénibilité, il y avait les jours de chômage qui restaient et le compte épargne-temps. Et le 14 mars, dans une indifférence générale, Valls a dit on retire le compte épargne-temps. Il n'y a même pas eu un journaliste pour demander pourquoi. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Je suis contre le compte épargne-temps. Si vous avez des congés, prenez-les avant de mourir. D'accord, les épargnez pas. Si vous avez des congés, profitez-en. Les vendez pas. Vivez avec. Vous savez qu'il y en a à la fonction publique, ils ont fait un décret en disant que les héritiers peuvent hériter du compte épargne-temps qui n'a pas été pris. Bon. Et là, mais pourquoi? Parce que ça fait rentrer sur la carte personnelle d'activité. Et vous imaginez un petit peu à quoi sert cette carte. D'habitude, quand je l'ai, je sors ma carte vitale, parce qu'on m'a dit qu'elle allait s'appeler carte ad vitam, que chacun en aurait une. Ça ne serait pas l'administration qui la gérerait, mais chaque personne, avec les 4 comptes dont je viens de parler, il retire le compte épargne-temps. Mais pourquoi donc? Imaginez que vous ayez un entretien d'embauche. Vous voulez vous faire embaucher. Ah, ils ont dit, le patron n'aura pas le droit de la demander. Le patron n'aura pas le droit de la demander. Si vous êtes dans un entretien d'embauche, puis que le patron vous demande votre carte personnelle d'activité, vous avez intérêt à la lui donner. Hein. Sinon, vous n'êtes pas embauché. Si vous dites au patron, non, je connais mes droits, vous n'avez pas le droit de l'avoir, le boulot, vous pouvez courir après. Hein. Alors, vous allez la lui donner. Et qu'est-ce qu'il va regarder? Ben mince, alors. Vous avez 100 jours de compte épargne-temps. Et pourquoi vous n'avez pas pris les entreprises précédentes? C'est pas moi qui vais vous les payer. Bah oui. Il ne va pas vous embaucher non plus. Si vous ne montrez pas la carte, il ne vous embauche pas. Si vous lui montrez, il ne vous embauche pas. Vous allez lui montrer sur la carte, j'ai des points pénibilité. J'ai un cancer de début dans le genou droit et le coup de gauche était déjà un peu bloqué. Ben, il ne vous prend pas non plus. Après, vous allez lui dire, j'ai un compte formation. J'ai droit à 400 heures. Le gars, il dit, c'est pas moi qui vais les payer. Vous avez qu'à la prendre en entreprise précédente. Puis après, il vous reste les points, les jours chômage. Ah, vous n'avez pas tous épuisés? Dites, si vous continuez, on pourrait s'arranger. Alors, à quoi sert cette carte? C'est une demande européenne. Pour qu'il y ait une carte pour tous les travailleurs détachés, par-dessus les frontières, pour qu'ils soient identifiables. C'est ça le projet, à terme. Ça nous présente comme sympathique, votre carte personnelle d'activité. Mais ça sera pour tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va contrôler ça?
Vous avez 450 000 travailleurs détachés en France, ils font rien. Ils disent, ah oui, dans la loi El Khomri, il est prévu de sanctionner plus fort les patrons qui les utilisent à tort. Mais qui contrôle? Pas nous, inspection du travail. Nous sommes 1200 pour 1 200 000 entreprises et 18 millions de salariés. C'est pas nous. C'est pas la police. Ben, c'est qui? Ben, c'est les patrons. Ils vont contrôler le compte personnel d'activité de tous ceux qui viennent là. Vous savez comment ça s'appelait au 19e siècle? Le livret ouvrier. Napoléon l'a aboli en 1856. Chaque ouvrier devait porter son livret avec sa carte qu'il pouvait montrer d'un patron à l'autre. Parce qu'ils ne veulent pas seulement se pouvoir débaucher, licencier facilement, ils veulent pouvoir trier à l'embauche. C'est la prochaine étape de la campagne du MEDEF. On a dit qu'il fallait faciliter les licenciements pour embaucher. Je vous parie que la prochaine bataille idéologique, ça va être de pouvoir choisir ce qu'on embauche pour avoir confiance dans son entreprise. Et le syndicaliste, il passera à la trappe, et ceux qui ont des difficultés passeront à la trappe, et ça sera grâce à la carte personnelle d'activité, qui n'est pas un atout, mais qui est un danger. Et ça nous présentait comme un atout. Il n'y a rien dans cette loi, rien qui soit défendable. Tout est contre l'ouvrier, l'employé, le salarié. Tout est fait. Vous me direz, mais comment c'est possible? Et parce qu'ils n'ont jamais assez en haut. Macron, il dit, il faut leur donner l'argent, 41 milliards, pour que ça ruisselle. Comme des verres de champagne, vous savez qu'on met en verre, vous êtes avec votre verre dans un coin pour essayer d'avoir une goutte. Et ça n'arrive pas dans votre verre. En fait, ça ne ruisselle pas. Il siphonne. Il pompe. C'est comme ça que la France est le recordman l'année dernière. Le recordman de versement de dividendes. Le recordman. Et c'était, comment il s'appelle? Benjamin, l'économiste, j'oublie son nom. Coria. Et j'étais avec lui dans un truc, il me dit, j'ai fait une étude. Dans l'histoire de France, ça n'était jamais arrivé qu'il y ait une telle marge bénéficiaire au versé aux dividendes. Et que tant de dividendes se soient ensuite placés, échappés à l'étranger, à Panama, tout ça. Parce qu'en fait, tout ça, c'est quoi? La France n'a jamais été aussi riche. Il faut le dire aux gens, sortez la crise de votre tête. C'est pas à cause de la crise, tout ça. Et cette loi ne fera pas d'emploi. Pour faire de l'emploi, il faut partager le travail. Je l'ai dit au début, il faut de la loi, il ne faut pas moins de droits. Et la crise, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'enlever tous les cafés pour que ça remonte. Toutes les jeunes, pour qu'ils pompent sur votre salaire. Parce que le 1% qui dirige, le 1% qui a tout, c'est lui qui veut cette loi. C'est lui qui pousse Hollande derrière. C'est lui qui pousse Valls et qui pousse Macron. Et c'est ce que d'ailleurs Macron dit. Macron, il dit aux jeunes, ne cherchez plus des patrons, cherchez des clients. Ah ouais. Société sans statut, et puis l'entrepreneur, c'est plus difficile que d'être salarié. Les héros, c'est les entrepreneurs. Et en plus, quand ils déposent le bilan, maintenant la loi Macron a dit que leur résidence principale était protégée, pas celle des salariés. Tout, je connais tous les articles de la loi, ils sont dans mon bouquin, je vous conseille dans les pubs, je vous conseille. Et c'est pas seulement ça, tout est à bas. Et je vais vous dire en conclusion, on va gagner. C'est pour ça que je vous ai des signes, parce qu'en fait, on doit vraiment laisser à ça à 21h, donc on va avoir une demi-heure d'échange avec Gérard, donc vos questions, vos réactions, etc. Et juste avant, un truc que je n'ai pas dit dans mon intro, très important pour tous ceux qui veulent, en sortant, là, vous avez des tracts et des affichettes comme ça pour appeler à la mobilisation des 49,3 km pour censurer la loi El Khomri. Vous en avez là-bas, donc n'hésitez pas à prendre des paquets, distribuer autour de vous, dans votre entreprise, les commerces de votre quartier, etc. etc. Et la fichette, pareil, pour en mettre un peu partout. Donc, il y a quelqu'un qui va passer le micro, j'imagine, dans la salle, et puis on va prendre si les questions 3 par 3, et comme ça, tu fais ta petite groupe. Allez.
Oui. Oui, merci pour ce propos réconfortant et assez optimiste, je pense. Mais j'ai quand même une question qui peut sembler naïve, mais qui est pour moi lancinante. C'est pourquoi il n'y a toujours pas de front uni des syndicats de travailleurs contre cette loi? Oui, c'est une question un peu personnelle vis-à-vis de toi. Comment fais-tu pour rester au bureau national du PS? Bonsoir, merci. J'avais une question, c'est comment ça se fait que vous faites une heure d'intervention sans nous expliquer qui est le responsable, qui a écrit cette loi travail. Et là, j'ai dans les mains un article du 26 mai 2016 qui s'appelle « L'Union européenne assume. La loi El Khomri, c'est elle ». Et là, on a ce qu'a dit M. Jean-Claude Juncker, la réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu'il faut faire. Donc, comment est-ce que vous voulez sortir de ce processus en restant dans l'Union européenne? Parce que vous pouvez demander aux Grecs, aux Italiens, aux Espagnols, aux Portugais, personne ne s'oppose à l'Union européenne, c'est impossible, on aurait des amendes. Et si on voulait tous se mettre d'accord sur un texte commun pour, par exemple, une Europe sociale, la fameuse Europe sociale, eh bien, ce serait impossible parce qu'il faudrait qu'on soit 28 pays à être d'accord sur le même texte. Donc ça, nous, personnellement, avec des amis, on a fait le calcul et vous avez plus de chances de gagner au loto que d'arriver à cette issue. Voilà, merci. Et que comptez-vous faire en restant dans le PS pour défendre la loi de travail? Alors, il y a presque un front uni des syndicats. CGT, Force ouvrière, Solidaire, FSU, CGC, 5 syndicats sur 8. Dans l'UNSA, il y a 3 fédérations qui refusent la loi El Khomri. Et dans la CFDT, la Fédération métallurgique est une grosse fédération et plus petite que la Fédération culture. C'est-à-dire que quand on regarde, on est pas loin de 80-85% du syndicalisme et des syndiqués de ce pays qui sont contre. C'est pour ça qu'ils ne visent que la CGT, c'est pour essayer d'isoler, de dire qu'il n'y a pas de fond. C'est pour ça qu'ils ont traité de voyous, de tout ça, etc. C'est pour essayer de montrer qu'en fait, il y aurait un seul syndicat, aux abois, ou je ne sais quoi, qui ferait toute cette bataille, alors qu'il y a un large front syndical. Et il manque la direction de la CFDT. La direction de la CFDT, il y a 2 façons de prendre. Moi, je n'ai pas d'ennemis parmi les syndicats, et je n'ai pas d'ennemis parmi les syndiqués. Parce que je veux pouvoir influencer ceux qui sont dans la CFDT pour qu'ils nous rejoignent. J'ai vu les photos à Lyon, il y a eu un grand cortège avec une partie CFDT. J'ai vu des photos à Paris, c'est la première fois le 26 mai qu'il y avait un cortège métallo-CFDT. J'ai été invité à Wittenheim, à côté de Mulhouse, et la CFDT m'a mis 180 personnes. J'ai parlé pendant 5 heures de tous les détails du Code du travail et de la loi. Ils étaient de toute la branche métallurgique. Et j'étais absolument applaudi à la fin. Donc je me bats pour qu'on passe de 80 à 85% et qu'il y ait l'unité de la syndicale la plus large, parce que je sais que c'est une des conditions de la victoire. Il ne faut pas avoir des lignes chez même le syndicat qui soutient la politique El Khomri si on veut s'élargir et si on veut gagner. Et bien évidemment, c'est la même chose pour le PS. Parce que si vous croyez qu'on peut gagner, sans embarquer les 6 millions d'électeurs qu'il y a pour le PS au mois de décembre dernier, eh ben on n'y arrivera pas. Il faut convaincre, expliquer. Parce que moi, quand on me dit qu'est-ce que vous voulez au PS, je réponds traditionnellement, réjouissez-vous que j'y sois. Vous n'êtes pas tout seul. On fait le boulot. On est 30% du Parti socialiste. On a 25 000 voix. Et on n'a pas l'intention de laisser ce parti à basse. Moi, je défends un Parti socialiste de Jaurès. Et je suis contre l'idée d'un Parti socialiste de Macron. D'ailleurs, Macron et Valls ont l'intention absolument ferme de changer le nom du parti s'ils peuvent arriver à en prendre la direction. Et je ne veux pas la leur laisser,
parce que c'est plus facile de gagner contre la loi El Khomri si la gauche socialiste progresse que si on sort du Parti socialiste. C'était déjà la même chose au moment du non en 2005 sur la question européenne. Moi, j'avais fait, je ne sais plus, 80 meetings. Moi, j'étais venu aussi ici en 2 mois, entre le 29 mars 2005 et le 29 mai 2005. Et je crois qu'on parlait en tant que socialiste. Et on avait dû apporter 10, 15, je ne sais pas, de pourcents de voix sans lesquelles le non n'aurait pas gagné. Et on ne peut pas croire que la gauche peut perdre d'un seul coup, voire effacer le Parti socialiste. Parce qu'il y a, même le 6 décembre dernier, 6 millions de voix, c'est-à-dire que 66% des voix exprimées à gauche, dans le dernier vote, montre qu'il n'est pas pasotisé. Si 66% des voix exprimées à gauche, pour les emporter, nous avons l'intention de les emporter et pas de les laisser à base. Vous comprenez? On se bat tous les jours. Et je pense que quand je fais des meetings, je dis à chaque fois, je vous ai dit ça ce soir en tant que socialiste. Je l'ai dit hier soir à Dax, invité par la section socialiste de Saint-Paul-les-Dax. Il y avait 100 personnes. Et même dans le département des Landes, je vais vous dire que ça a sarclé. Et j'étais très content de faire ce travail. Et d'avoir 100 personnes parmi les socialistes dans le département des Landes pour pouvoir s'opposer à la loi El Khomri. Et je suis très content quand à la fin des meetings, parce qu'il y a sûrement pas mal de socialistes dans cette salle, les gens, quand ils viennent me dédicacer le livre, ils disent « Je suis socialiste, tenez bon, parce que sinon, j'y arriverai pas à moi. Et si on peut peser de cette façon-là, on peut peser. » Et je suis pour l'unité de la gauche. Rien de grand ne s'est fait sans l'unité de la gauche. On ne peut pas dire... Parce que parfois, les gens, il y a quelqu'un qui m'a dit « Soit tu sanctionnes, soit tu les exclus. » J'ai dit « Je vais rien faire des deux. Je veux gagner la majorité. Et ce qui m'intéresse, c'est de gagner la majorité. Et pour gagner la majorité, il faut convaincre sur la loi. On me fait la troisième réponse. Je sais bien que l'Europe est comme ça. Mais je ne vais pas me passer mon exposé à expliquer qu'on ne peut pas gagner parce que ça serait pire que de jouer au loto. Moi, je veux gagner. Je ne veux pas donner l'excuse à Hollande et à Valls d'avoir 28 pays et convaincre 28 pays avant. Je ne vais même pas leur dire de sortir de l'Europe. Je vais leur dire de retirer la loi. Je me concentre sur le retrait de la loi. Je ne veux pas de vagues ailleurs. Il faut enfoncer nos clous. Il faut frapper dessus jusqu'à ce qu'on ait gagné. Vous vous rendez compte qu'en ce moment, ils font un sondage tous les jours pour savoir si l'opinion a tourné. Pas pour tous les jours, c'est 71, 72, 75% qui est contre. L'autre jour, ils ont dit on va faire un sondage chez les jeunes. 78% des jeunes sont contre. Raté. Et alors maintenant, ils disent un peu tout le temps ah, mais c'est un petit mouvement marginal. Écoutez, je reviens du Havre. Je peux vous dire quelque chose sur le Havre. C'est la 3e manif à 30 000 et 35 000 personnes. La ville est quasiment en état d'insurrection. Et c'est une vraie commune comme du temps de la commune de Paris. Tout est fermé, tout est bloqué. Regardez les images sur Internet. Hein, vous voyez, moi, je fais un peu d'émotion, je suis un peu romantique. Vous voyez les dockers qui descendent de toute la côte qui viennent du port. Il y a un virage, et puis ils descendent, ils rejoignent le reste de la manif avec des tambours en tête. 2500. Et puis après, vous avez toute la ville, toutes les voies sont fermées, tout. J'ai fait un meeting, il y avait 700 personnes l'autre jour. Un soir, après une manif. Hein. Et la ville, mais regardez, c'est aussi à Lorient, c'est aussi à Saint-Nazaire, c'est aussi à Fos-sur-Mer. Ce n'est pas les médias qui vous montrent ça, ils vous cachent tout. En ce moment, ils vous parlent que du foot. Ça a été la crue, maintenant c'est les buts. Ce que je peux comme plaisanterie. Mais jamais du fond. Vous savez qu'on a plus de 450 entreprises occupées aujourd'hui. Vous voulez que je vous fasse la liste? PSA, Peugeot, Valenciennes, Peugeot, Mulhouse. Amazon, il ne devrait pas y avoir de grève. Amazon, qui est une boîte absolument brutale, contre les gens, qui interdit les droits, etc. Les 400 d'Amazon sont bloqués. Alors maintenant, vous avez vu sur Paris, il faut 3 jours pour que les rues de Paris soient complètes avec les égouts. Tout Paris est bloqué, ils n'arrivent pas à le faire aujourd'hui. Les déchetteries ne fonctionnent plus à côté. Les raffineries, je vous dis, ne fonctionnent plus, qui va reposer bientôt un problème d'essence. La question des transports, elle vise aussi le transport aérien très prochainement. Nous allons gagner. Nous avons la force, nous sommes majoritaires, nous sommes la majorité. Et le problème, c'est qu'il faut faire sauter le bouchon. Pour faire sauter le bouchon, le déclic, je l'ai dit tout à l'heure à ma façon, déjà 1-2 millions de personnes ont confiance, et il y en a 1-2 millions dont il faut obtenir la confiance. C'est comme dans le livre de la jungle, confiance, confiance, confiance. Il faut communiquer l'idée, parce qu'il y a des gens qui doutent, ils se disent, mais on a tellement perdu, c'est l'an dernier. Oh, on n'a pas gagné sur les retraites en 2010.
ah, ça va être pareil. Non, on a une chance là que ça soit pas pareil. L'opportunité nous est offerte. Je ne conseille pas à Alain Vidalis de mettre à exécution la menace qu'il a formulée ce matin. D'ailleurs, je crois qu'il ne la formule plus, si j'ai bien compris. Parce qu'il a dit qu'il allait réquisitionner les cheminots. Je lui conseille de ne pas réquisitionner les cheminots. Je lui conseille fortement. Parce que le résultat sera un développement du mouvement absolument partout. Et Rungis, enfin, je ne peux pas faire la liste des 450 conflits. Mais hein? Oui, il ne le fera pas, il ne le fera pas. Mais donc, en vérité, on a les forces. Et moi, je veux dire une chose. Le responsable, pour moi, le responsable, c'est Hollande. C'est pas l'Europe, c'est pas le MEDEF. C'est pas, je ne trouve pas d'excuse à Hollande à cause de l'Europe ou à cause du MEDEF. C'est lui qui a les mains. Vous savez, Balladur, il avait retiré, vous vous rappelez, en 1994, le CIP. Les lycéens avaient manifesté, il avait dit d'abord j'amende, puis après il avait dit je gèle, puis après il avait dit je retire. Et Chirac avait fait pareil, en 2006, le CPE. Je retire, j'amende, je change, je modifie, j'améliore, je retire. Voilà, et après un 49-3. Qu'est-ce qui fait que Hollande puisse continuer plus loin que Chirac et plus loin que Balladur? Contre nous, qui sommes ses électeurs. C'est-à-dire contre les salariés. C'est les salariés qui ont voté pour. Et il serait plus dur avec les salariés que ce que Chirac et Balladur ont été. Mais il y a une contradiction tellement forte qu'elle a sauté. Ça ne peut pas tenir, cette histoire-là. Alors, ils ont ouvert la porte. Ils convoquent la CGT le 17. Convoquent. Ils n'ont pas discuté depuis 10 jours. Hein. Ils n'acceptent même pas de discuter. Parce que moi, je suis pour aussi discuter sans condition. De toute la loi. Hein. Pas seulement d'un article ou de 4 articles. De toute la loi. Incontestablement, c'est nous qui sommes majoritaires. Je le dis et je le redis. Et donc, c'est à partir du fait qu'on soit majoritaire que je crois qu'on va gagner. Mais je conclue bien. La bataille, si on veut changer l'Union européenne, je suis pour. Je l'ai fait en 2005, je pourrais la refaire. Ce n'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est la loi El Khomri. Il faut la retirer. L'ordre du jour, c'est de s'en prendre à Hollande. C'est lui qui est le comptable. Et c'est lui qui est à la fois le point résistant et qui est à la fois le point faible. Donc, il faut absolument partout, dans les réseaux sociaux, dans les manifestations, le 14 juin prochain. Vous avez vu que les organisations syndicales viennent ensemble de fixer une nouvelle date pour le 23 juin. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, c'est pas l'euro qui va nous en empêcher. D'ailleurs, il faut retourner l'argument. Pourquoi Hollande bloque-t-il l'euro? Pourquoi faut-il le bordel? Ça serait réglé depuis longtemps s'il avait retiré son projet. C'est ça qu'il faut demander. Pourquoi le fait-il? Il dit ça nuit à l'économie. Là, j'ai entendu quelqu'un. Ça fait la nuit. Mais arrêtez, Hollande, de nuire à l'économie. Personne ne vous a demandé cette loi. Il n'y a pas de majorité au Parlement. Pourquoi vous servir du 49.3? Vous avez raison de faire ce que vous faites sur le 49.3. Merci. On va prendre la dernière évocation. Et puis, je rappelle aussi qu'il y a des livres, soit à acheter là, il y en a très peu, soit vous pouvez laisser chaque votre adresse et on vous les livrera aussi. On fait l'envoi lundi. Oui, bonsoir. Je voulais juste faire une petite réflexion. Alors, c'est peut-être un petit peu personnel, mais on a, je trouve, trop peu les retraités. Alors, moi, je suis à la retraite depuis 2013, donc depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, je n'ai pas eu un seul centime d'augmentation de ma retraite. Alors, bon, charité bien ordonnée, je commence toujours par soi, mais je pense qu'on est une puissance aussi. Si on voit aussi venir grossir les manifestations, peut-être faut-il faire aussi appel un petit peu plus clairement aux retraités qui, je pense, sont tous dans mon cas. Je serai un peu à part. Alors ça, c'est une chose. Ce que je voulais dire aussi, ce que vous avez fait à l'exposé ce soir, phénoménal. Très bien, rien à dire, super, on a très bien compris, très clair. Et on vous avait en plus soulevé des sujets sur lesquels on n'entend jamais parler à la télévision. Alors, c'est certainement pas à la télé, les médias qui... Oui, non, mais ça va aller très vite, je vais avoir fini là. Oui, donc essayez de faire passer tout ce que vous avez dit ce soir, parce qu'on est focalisé sur cet article 2, qui est certainement une misère sans nom, mais essayez de développer tous les points, parce que finalement, si on bloque sur un point, on oublie tout le reste. Et plus on a de points négatifs à faire valoir, plus on peut avoir de poids pour la suite. Merci. Là-bas, enfin,
Là. Oui, vous avez commencé sur l'intégrité physique des travailleurs, des salariés. Avec cette loi, on va faire exploser les TMS. Quand on est passé de 39 heures à 35 heures, on a demandé de produire autant en 35 heures qu'on devait produire en 39 heures. Donc, on a vu les TMS exploser. Dans cette salle, il y en a certains qui ont entendu parler des TMS il y a à peine 5 ans. Avant, on n'entendait pas parler de cette chose-là. Et maintenant, avec les heures supplémentaires, plus les 11 heures de repos, on risque de voir encore les TMS exploser parce qu'il faudra produire au même rythme que maintenant en 35 heures. Et donc, vous êtes à la retraite, mais les futurs retraités, je ne sais pas comment ils vont profiter de leur retraite. Ils ne pourront même plus participer aux manifestations parce qu'avec les cannes et les genoux tout cassés, ça sera impossible de marcher. Donc, il ne faut pas oublier que dans cette loi aussi, il y a la santé des travailleurs qui va être vraiment exposée. Et dans le fond, là-bas, après. Et très courte question, parce qu'il vous reste très rapide. Statut code du travail. C'est qu'on voit qu'il y a très peu de fonctionnaires effectivement qui sont mobilisés dans les manifestations partout. La difficulté réside qu'ils se trouvent encore avec le statut protecteur. Et ils vont finir auto-entrepreneurs. Il y a un truc là-dessus sur lequel il faut insister entre, je dirais, les conséquences qu'il peut y avoir, parce que le statut, là, je l'ai après. Mais je pense que... Là-bas, les deux dernières, là-bas et là-bas au fond. Les deux dernières, on a... Non, mais on t'amène le micro, attends. Vraiment courtes les questions, hein, parce que là, on est vraiment dans les dernières minutes. Ah oui, ok. Vous n'avez pas parlé du fait que le Code du travail a grossi ces dernières années par des dérogations et des articles répressifs. Ne faudrait-il pas écrire quand même un code de manière progressive, radicale? Hein, et la dernière question là-bas, et après... Vous ne pensez pas que la détermination de Valls et de Hollande repose sur la triangulation, c'est-à-dire aller capter le voix à droite pour préparer un second tour de présidentielle, Parti socialiste, Front National? Oh, peut-être, mais ils ne capteront pas de voix de droite. Les autres les considèrent déjà comme un cadavre mort. Et ça, ils se préparent à prendre le pouvoir et font leur programme et ils se battent contre eux. Il n'y a aucune chance qu'ils gagnent des voix à droite par ça. C'est comme Macron, il ne voit rien. Il dit, je suis ni de droite ni de gauche. Il n'arrête personne, ni à droite ni à gauche, c'est vrai. Il représenterait, s'il se présentait, 0,1%. Macron, c'est un ovni. Il n'a pas de base sociale, il n'y a pas de force militante. Donc Hollande ne gagnera pas des voix gauche, il en perd à droite. Ce qu'ils essaient de faire, peut-être, si on fait du schéma, c'est Valls qui est un brutal, il a dit qu'il y a deux gauches irréconciliables, il essaie de prouver qu'il aura une gauche à lui, qu'il ne pourra pas se concilier avec l'autre, et qu'il sera l'obstacle qui gardera le pouvoir, un peu comme un Renzi italien, quand je dis leur truc, c'est remplacer du rouge, rose, vert, enfin de l'orange et jaune, quoi. Faire du centre, je sais pas quoi, ça ils ont des projets comme ça, mais normalement, la puissance sociale doit l'emporter. Et c'est ça que je réponds sur les salariés. Pourquoi on va gagner aussi? Parce que 93% des actifs sont salariés. En 1945, il y avait à peu près 55% des actifs qui étaient salariés. Et les autres, 45%, étaient agriculteurs, commerçants, paysans, indépendants, comme on disait. Mais ils ont perdu cela. Ils ne sont plus que 7%. Alors quand ils veulent nous ubériser, c'est vrai qu'ils peuvent nous faire reculer. On peut descendre de 93% à 92%, 80%, mais ils ne peuvent pas inverser la tendance. La tendance du capitalisme, elle dit que le salariat se développe, pas qu'il réduise. L'OIT vous dira qu'en 30 ans, sur la planète entière, il y a 1 milliard de salariés de plus. Et que l'économie informelle régresse partout. Ce n'est pas l'économie informelle de M. Macron qui est l'avenir dans ce pays. Ce n'est même pas la flexibilité. Les salariés qui produisent le plus, c'est les salariés bien traités, bien formés et bien payés. C'est ça qui compte le plus. Et c'est aussi pour ça que le lien entre le salariat et le code du travail est important. Moi, je ne suis pas pour le réécrire, je vous réponds quand même à la question, parce que je crois que j'ai vu un truc universitaire autour d'Emmanuel Bocquet, qui essaie de le réécrire dans la région parisienne. J'ai lu l'article dans Le Monde, il s'interroge entre 2 tasses de thé sur la façon dont on peut ou pas négocier les licenciements. Ça ne viendra pas de ça. Hein, le code du travail vient des rapports de forces sociaux, j'ai dit au début. Il vient des luttes. Ah, par contre, on peut l'améliorer. Je vous le dis en 10 points, c'est dans mon bouquin. 1, 32 heures. 2,
pas plus de 5% de précaires par entreprise. 3, contrôle des licenciements. 4, renforcement des institutions représentatives du personnel au lieu de les affaiblir. 5, continuation de la lutte contre les discriminations. 6, refaire des élections prud'hommes et faire des élections à la sécurité sociale. Sur cette base, refaire la représentativité syndicale et abolir ce qui est un système tout à fait trompeur à l'heure actuelle. Et puis ensuite, vous avez défendre la médecine du travail. Et quand vous parlez de la médecine du travail et des vieux qui vont y aller, la médecine du travail, on voit les compris, elle est finie. Elle est morte. Le médecin généraliste pour remplacer le médecin du travail, ça n'est plus une spécialité. Donc elle est morte. Et à la fin, je vous dirais, renforcer l'inspection du travail parce qu'il la supprime aussi. Enfin, il la supprime pas. Il casse son indépendance. Il change son mode de fonctionnement. Il met des autorités dessus. Et les agents de contrôle ne décident plus du suite de leur contrôle. Ça va être les directeurs qui vont le faire. Donc vous avez, je vous décris la totalité de comment on peut faire évoluer le code et le reconstruire contre eux. Ça, c'est sans aucun problème. Alors ensuite, encore sur les retraités. Parce qu'il faut aller vite. Ils se sont plantés sur les retraites. Ils ont dit, attendez, vous n'aurez plus de retraite. Parce qu'ils ont considéré que la retraite était une épargne, mais la retraite n'est pas une épargne. Les jeunes sont des salariés en formation. Les chômeurs sont des salariés temporairement privés d'emploi. Les retraités vivent au jour le jour grâce à ceux qui travaillent. Moi, je suis retraité. Vous travaillez. Je vous aime. Parce que la retraite n'est pas une épargne. Ils vous disent, mettez des sous de côté pour votre retraite. Ne faites surtout pas ça. Ils vont vous les prendre. Ne mettez pas un sou dans ceux qui disent, épargnez pour votre retraite. Votre argent sera perdu, dévalorisé, oublié. Il sera dans un fonds de pension obscur. Il finira dans le fond de l'océan. La seule certitude d'avoir une retraite, c'est ceux qui travaillent. Et donc, si vous avez un problème pour les retraites en 2060, on peut le régler en 2059. Ah oui. Vous ajustez la cotisation de 0 à 1 point pour garder la prestation. Et si en 2060, vous avez une canicule très forte, vous baissez la cotisation en 2061. Donc, je le dis, tout passe par les salaires, le salariat. Si on veut refaire un programme de gauche, parce que, en fait, dans la bataille contre la nouvelle économie, il y a toute une gauche qui se reconstruit. La gauche de celle qui dit on vient de rater un quinquennat et on n'a pas envie de rater le prochain. Et dans le prochain, c'est facile, une vraie réforme bancaire, une vraie réforme fiscale. Il faut augmenter les salaires, il faut revenir à la retraite à 60 ans, il faut faire qu'il n'y ait pas de salaire maximal supérieur à 20 fois le SMIC, il faut qu'il n'y ait pas plus de 5% de précaires dans les entreprises. Et on redistribue les richesses parce que la France est riche. Elle n'a jamais été aussi riche. Je me tue à le dire sur Internet. Là. Il y a 600 000 milliards, 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. 80 milliards dans la fraude fiscale. Les 500 premières familles ont 460 milliards. Et LuxLeaks, c'est extraordinaire parce que c'est les journalistes qui découvrent. Panama Papers, SwissLeaks, LuxLeaks, qu'est-ce qu'il y a encore? Offshore Leaks. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est les journalistes et c'est pas Bercy? Normalement, ça doit être les inspecteurs de Bercy qui découvrent ça. Quand les journalistes vous disent on a trouvé de l'argent à Panama, il y a Michel Sapin qui dit ah bah bravo, c'est bien les gars. J'en mets Panama sur la liste. Non. Normalement, vous êtes directeur du budget, j'embauche 2000 d'inspecteurs des impôts, j'embauche 100 hackers, là, comme dans les films, et je vais chercher l'argent partout. Parce que l'argument qu'ils donnent, si vous taxez les riches, ils s'en vont. Ils sont déjà partis. Alors avant, l'argument c'était, puisqu'ils sont partis, on ne peut pas aller le chercher. Mais maintenant, si. On sait où est chaque centime de Cahuzac ou d'EA. Donc on peut récupérer l'argent et donc on peut le mettre pour l'emploi. Parce que sinon, ils ne le mettront jamais. Et donc, en fait, on peut s'en sortir. La France n'a jamais été aussi riche. Les richesses aussi mal partagées. On peut reprendre cet argent. C'est une question de volonté politique. Et personne ne nous empêchera, même pas l'Union européenne. Même pas l'Union européenne. Parce que je regarde le Portugal. Ils ont fait, c'est extraordinaire, au Portugal, ils ont fait une sorte de gouvernement, ça fait rire quand je le dis, à Lisbonne, c'est un gouvernement Cambadélis, Pierre-Laurent, Mélenchon. Ah, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis d'accord sur, ils avaient gagné les élections. Soit ils gouvernaient ensemble, soit ils laissaient la droite gouverner. Ils ont dit, on fait une plateforme, on fait un gouvernement, et ils ont mis dedans l'augmentation du SMIC, la marche vers les 35 heures, l'embauche d'emplois dans la fonction publique, et ils ont mis des mesures de transition énergétique et écologique, etc. Au Portugal. Et bien l'Europe, elle n'a rien dit. Parce qu'elle ne voulait pas ouvrir un deuxième front après la Grèce. Ils ont égorgé les Grecs, et ils ont évité à le faire pour le Portugal. Pourtant, c'est deux petits pays, 2% du produit intérieur brut. Nous, on est 20% du produit intérieur brut.
Si on dirige, si on gagne, on fera ce qu'on veut. On fera ce qu'on veut. Et c'est les traités, c'est pas les dénoncer à l'avance. Ils craqueront tout seuls. Parce qu'on augmentera les salaires et parce qu'on distribuera leur richesse.